Salut tout le monde, comment ça va ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour dédié au best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et en ce moment, vous l'avez vu, je parle beaucoup de la trade deadline sur ma chaîne. Et c'est normal, ça arrive vite, le 8 février. Et là, on le sait, généralement, en cette période, il y a des équipes qui sont vendeuses et d'autres qui sont acheteuses. Et c'est à elles que j'ai envie de m'intéresser aujourd'hui. De toute façon, ne vous en faites pas, le concept, je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps et on y va. Quelles équipes en NBA doivent faire all-in avant la trade deadline? Là, vous le savez, on a la trade deadline en NBA qui approche à grands pas, hein, c'est le 8 février, ça arrive dans quelques semaines, et on le sait, comme chaque année, et peut-être encore plus cette année que d'autres années, on a pas mal de choses qui pourraient avoir lieu en NBA, et parmi ces choses, j'ai envie de parler aujourd'hui de ces équipes qui pourraient vraiment faire all-in. Et quand je parle de ces équipes qui peuvent faire all-in, il s'agit d'équipes qui ambitionnent de gagner un titre au plus vite, ou au moins de faire de gros runs en playoff au plus vite. Je dis pas que c'est forcément pour gagner le titre, hein, de toute façon il n'y a qu'une équipe qui gagnera le titre, mais au moins qui veulent avoir des ambitions pour profiter du prime de leurs meilleurs joueurs, parce que ces équipes-là, souvent, hein, vous allez voir hein, dans les équipes que j'ai sélectionnées, souvent ces équipes ont un ou deux joueurs qui sont des superstars, souvent un joueur qui est une superstar, mais qui est pas forcément entouré de la bonne façon, et ont cette crainte que ce joueur puisse partir peut-être si l'équipe n'a pas forcément de résultats, parce que ces joueurs qui sont en plein prime et qui sont des superstars ont envie de titre, et c'est des équipes qui peut-être pour l'instant n'ont pas ce petit quelque chose qui leur permettrait d'aller au titre, et faire all-in justement pour mieux entourer ces gros joueurs leur permettrait d'aller de l'avant. Donc j'ai envie de parler de ces teams, mais pour ça, pour faire all-in, pour entourer ces stars, et pour profiter du prime de leurs meilleurs joueurs, ces équipes, il va falloir qu'elles se bougent, il va falloir qu'elles fassent de bons coups avant les deadlines, et il va falloir surtout qu'elles prennent beaucoup de risques. Ça marche pas toujours, on le sait, quand tu fais all-in, les joueurs de poker le savent, hein, quand tu fais all-in, des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais ça vaut le coup de tenter, parce que quand tu gagnes, justement, ça te permet d'avoir d'être récompensé pour les risques que t'as pris. Donc voilà, les risques sont clairs, hein. Pour faire all-in, il va falloir lâcher des assets, que souvent des tours de draft, ou des jeunes joueurs à potentiel, des contrats expirants aussi, c'est ce que cherchent les équipes en reconstruction généralement, et ça peut permettre aux équipes qui lâcheront ça, d'abandonner un petit peu le futur, de le mettre entre parenthèses, de le sacrifier un petit peu, pour tout miser sur le moment présent, et être dans le win now. Pour moi c'est ça, faire all-in, c'est comme au poker, c'est ces équipes NBA qui mettent tous leurs jetons sur la table en disant c'est maintenant qu'on gagne, quitte à prendre des risques pour le futur, peu importe, mais si on a une opportunité de titre maintenant, on va y aller à fond. Donc on va voir quelles sont les équipes les plus susceptibles de faire all-in d'ici les 3 prochaines saisons. Vous allez voir, j'ai choisi 6 équipes, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles selon moi elles doivent faire all-in. À chaque fois je vais vous parler de 2 trades qu'elles pourraient faire d'ici la deadline. Je dis pas que c'est des trades qu'elles vont faire, mais je trouve que c'est des trades qui pourraient être intéressants pour les équipes concernées, et à chaque fois vous me direz ce que vous préférez, soit le trade 1, soit le trade 2, soit les deux quand c'est possible, vous verrez, il y a des fois où c'est possible, soit aucun des deux, pour essayer de voir tout ça. Quoi qu'il en soit, voilà, ça va être un live où encore une fois on va beaucoup discuter. Ceux du best-of le verront pas forcément parce que je vais cut tous les moments où je discute avec le chat, mais ceux du best-of verront quand même les résultats des sondages, où à chaque fois, parmi ce que je vous propose, vous me direz ce que vous préférez, vous connaissez un petit peu le système des lives. Let's go, on y va. Je pense que je vous ai expliqué le concept et on va pouvoir y aller. Première équipe dont je vais parler aujourd'hui, alors voilà, je sais vous en avez cité plein dans le chat, il y en a qui vont être déçus, j'aurai peut-être 2-3 mentions à faire à la fin, parce qu'en vrai il y a plus de 6 équipes qui pourraient faire all-in, j'ai parlé des 6 qui pour le moins ont le plus de sens, et donc la première dans l'ordre alphabétique, c'est les Atlanta Hawks, comme vous le voyez, la première équipe dans l'ordre alphabétique des villes. Donc cette équipe à Atlanta, actuellement ils sont autour de la 10e place à l'Est, et oui, vu le roster, vu l'effectif et vu les ambitions initiales, hein, à l'arrivée de Dejounte Murray, ces Hawks, c'est l'une des déceptions évidente de ce début de saison, je trouve. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines à ce propos pour essayer de voir d'où venait le problème, et l'une de mes conclusions c'était que même si évidemment Trae Young ne défendrait jamais parce qu'il a des limites physiques, je suis pas sûr que le premier problème vienne de lui et de sa défense. Je crois que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et qui empêche de voir des problèmes plus profonds. Pour moi, le problème vient plutôt de comment est entouré Trae Young, parce que c'est un talent générationnel offensif qui clairement ne défend pas parce qu'il a pas les qualités physiques pour défendre, mais si tu veux l'utiliser, il faut l'entourer de la bonne façon. Trae Young qui défend pas, ce sera quelque chose qui arrivera toujours, on pourra rien y faire, il va pas grandir, il va pas avoir les bras qui vont pousser. Par contre, l'entourage de Trae Young peut changer à Atlanta, et je pense que ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ce qu'on a vu, c'est que du côté des Hawks, l'arrivée de Dejounte Murray n'a pas fonctionné. On a changé de coach, on a mis Quinn Snyder à la place de Nate McMillan, mais même constat, ça fonctionne pas mieux, et c'est limite pire encore cette saison. Et le souci, j'ai l'impression, vient finalement peut-être beaucoup plus de l'association Young-Murray que
que du coach en lui-même, parce que comme on l'a vu, Quinn Snyder ne fait pas mieux que Nate McMillan, même si effectivement il devenait peut-être un petit peu urgent de changer de coach, parce que les relations entre Trae Young et McMillan semblaient s'être bien détériorées. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette équipe, il y a un manque d'alchimie qui est clair, Dejounte Murray et Trae Young se marchent sur les pieds, les deux ont besoin de trop porter la balle, aucun des deux est vraiment capable de jouer off-ball, et clairement, offensivement, c'est Trae Young le meilleur, et Dejounte Murray, pour l'instant, je crois que ce n'est pas le joueur qu'il faut à Atlanta pour que ces Hawks soient ambitieux. Et outre le classement, on voit qu'ils ont le 22e bilan de la ligue, le 10e en NBA, et même toutes les stats font peur. Regardez, à part le pace, qui est même pas une vraie stat qui montre l'efficacité de l'équipe, parce que c'est bien d'être la 5e équipe la plus rapide de la ligue, et c'est la seule stat qui est en vert, ça veut dire que c'est la seule stat dans celle que j'ai listée, où se retrouvent dans les 10 premiers les Hawks. Mais c'est bien beau d'être rapide, si tu n'as pas la propreté et l'efficacité derrière, là ça ne sert plus à rien. Et ce qu'on voit, c'est que, dans le jeu, les Hawks sont tout plein de failles. Ça fait peur, ces statistiques, de voir autant de rouge et de orange. C'est l'une des pires défenses de la ligue, le 27e defensive rating, le net rating est négatif, le 24e net rating de la ligue, et ce qu'on voit, c'est que cette équipe, qui avait des difficultés l'an passé, l'année dernière, mine de rien, elle a quand même réussi à pousser les Celtics en 6 matchs au premier tour des playoffs. Là, cette équipe, actuellement, qui pourtant était censée avoir progressé, même si John Collins est parti et que je sais pas, si je pense qu'il fallait faire partir John Collins, mais je suis pas sûr que cette équipe ait vraiment progressé, et quoi qu'il en soit, je trouve que cette team, elle est loin d'avoir le niveau pour réaliser un exploit où elle pousserait une équipe comme les Celtics en 6 matchs. Je trouve qu'elle a régressé finalement depuis la saison dernière, alors que pourtant, dans cette team d'Atlanta, on a un triangle qui tourne à plus de 27 points et 11 passes décisives, comme je disais, qui a pas le physique pour défendre, c'est sûr, mais qui reste un maestro en attaque, et tout part de lui à Atlanta, c'est autour de lui qu'on veut construire, et Landry Fields et Kyle Korver, les deux membres principaux du management et du front office, l'ont dit. Donc du coup, comme je l'ai souvent répété dans mes lives et dans mes vidéos, je pense qu'à Atlanta, maintenant, tout le monde, absolument tout le monde doit être transférable, sauf Trae Young, si c'est autour de lui qu'on veut construire, et Jalen Johnson, qui est pour moi la grosse satisfaction de ce début de saison des Hawks, et à part ces deux-là, je pense tout le monde peut partir, et ça fait du beau monde, entre du DeAndre Hunter, du Clint Capella, du Onyeka Okongwu, du Saddiq Bey, du Bogdan Bogdanovic, il y a aussi des jeunes, il y a du AJ Griffin, du Kobe Buffkin, on a des first round aussi à la draft, des premiers tours qui sont disponibles, comme celui de 2024, celui de 2029, et avec tout ça, il y a largement de quoi faire un package conséquent pour essayer d'attirer un gros nom, et je pense que ça peut être bien. Maintenant, parmi tous ces joueurs que je parlais comme potentiellement transférables, j'essaierai peut-être de garder des mecs comme Okongwu, que j'aime bien, et que j'aimerais voir se développer avec plus de temps de jeu, peut-être un AJ Griffin aussi, que si je pouvais, je les garderais. Par contre, s'il y a vraiment une grosse contrepartie, si en échange je peux recevoir un joueur qui peut changer l'équipe, là j'hésiterai pas à les envoyer ailleurs. C'est pour ça que je dis pas qu'ils sont intransférables, et ils peuvent bouger. De toute façon, même sans AJ Griffin et sans Okongwu, entre Capella, qui plaît à pas mal de teams qui sont en recherche d'un pivot solide et qui défend, et qui en plus de ça a un contrat plutôt avantageux, entre DeAndre Hunter, entre les pics aussi qui peuvent être lâchés, ou même d'autres joueurs que j'ai cités, ces Hawks, ils ont tout ce qu'il faut pour contenter, pour contenter d'autres équipes qui pourraient être vendeuses ou acheteuses, ou des équipes qui pourraient être en reconstruction. J'aurais adoré vraiment que ces Hawks ils arrivent à décaler Jalen Johnson au poste 3 pour faire venir Pascal Siakam. Je pense en plus de ça que cette équipe d'Atlanta avait les assets suffisants pour convaincre Toronto. Je trouvais que le fit de Siakam à Atlanta était évident. Malheureusement, peut-être qu'ils n'ont pas lâché assez, et surtout je pense que les Pacers se sont montrés plus convaincants avec leur offre. Donc voilà, maintenant on le sait, Siakam n'ira pas à Atlanta. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, Siakam c'est mort. Mais c'est quand même possible de reconstruire intelligemment, de reconstruire autrement, dans cette équipe qui veut faire de Trae Young sa centerpiece à 25 ans. Donc maintenant, il va falloir le convaincre de faire son prime à Atlanta, de rester sur plusieurs années, lui qui va être free agent en 2026. Et pour ça, il faut lui montrer que cette équipe peut être compétitive, et qu'on a un management du côté de l'Atlanta qui est prêt à se mouiller et à prendre des risques pour entourer Trae Young si tu veux qu'il reste. Et pour ça, je pense qu'il peut y avoir des cibles variées du côté des Hawks. Je pense de toute façon que, à part si c'est un meneur de jeu qui porte trop la balle et qui se marche sur les pieds avec Trae Young, on peut aller chercher n'importe quel joueur, quel que soit son poste. Même si c'est un poste 4, on pourra décaler Jalen Johnson au poste 3. Moi, je veux juste qu'il puisse un minimum vivre sans la balle, et si possible, qu'il défende un peu. Et voilà, ce sera un joueur qui pourrait apporter des certitudes sur le présent. S'il peut en apporter sur le futur, c'est encore mieux. Et voilà, c'est l'idée, vraiment, essayer de trouver d'autres joueurs qui permettent d'entourer au mieux Trae Young et potentiellement Jalen Johnson. Et pour ça, il y a plusieurs moves qui sont possibles, parce que ces Hawks ont suffisamment d'assets. Et si on peut parler d'exemples de cibles, je sais pas, je pense à Lauri Markkanen, je pense à Zach LaVine, je pense à D'Angelo Russell, on en parle souvent, je pense à Cam Thomas, je pense à Spencer Dinwiddie, tous ces mecs qui pourraient au moins apporter une étincelle et un petit coup de boost à cette équipe d'Atlanta qui en a vraiment besoin. Donc du coup, je vous montre les trades sur lesquels j'ai travaillé. Je dis pas que c'est des trades qui vont avoir lieu, mais je pense que c'est des trades sur lesquels Atlanta devrait au moins essayer de faire une offre. Donc je vous montre, le premier il est là.
Et donc évidemment, mais le premier ce serait avec les Nets, c'est bye bye Dejounte qui irait du côté de Brooklyn. Donc à sa place, du côté d'Atlanta, on récupérerait un arrière qui finalement je pense est bien plus complémentaire à Trae Young, avec Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie est moins talentueux que Dejounte Murray, c'est sûr, mais je pense qu'il fit bien mieux avec Trae Young. On se rappelle que Dinwiddie, il a passé certaines des meilleures années de sa carrière à Dallas avec Luka Doncic, parce que Dinwiddie, même s'il est très bon balle en main et qui peut dépanner et soulager un meneur de jeu comme il peut le faire avec Trae Young et comme il le faisait avec Doncic, il n'a pas non plus forcément besoin du ballon tout le temps pour exister. Il peut tout à fait évoluer au poste 2, jouer off-ball, et ça il l'a très bien fait à Dallas, il peut continuer à le faire à Atlanta. On récupérerait aussi Royce O'Neal, qui est un gros défenseur, qui peut switcher sur les postes au moins 2 à 4, il peut s'occuper de tout, ça fera du bien aussi, à côté de Trae Young, d'avoir un défenseur comme ça. Il peut aussi mettre des 3 points, c'est un vrai 3&D Royce O'Neal, et ça peut correspondre ça au jeu de Quinn Snyder, qui cherche des gros shooters et des gros défenseurs. On a aussi les deux hommes, Royce O'Neal et Quinn Snyder, qui se connaissent bien, vu qu'ils ont évolué ensemble du côté d'Utah, et en plus de ça, Atlanta enverrait Brooklyn enverrait 2 firsts du côté d'Atlanta. Donc franchement, je pense que pour Atlanta, ça peut être convaincant, et les Nets récupéreraient Dejounte Murray qui peut leur être utile, parce que les Nets, eux aussi, ont besoin d'un gros joueur, vu qu'ils ne disposent pas de leur propre pick. Autant ne pas tanker cette saison, et autant essayer d'être compétitif le plus tôt possible. Maintenant, effectivement, si tu veux Dejounte Murray, je pense que c'est le prix minimum. Un Spencer Dinwiddie, un Royce O'Neal, qui vont aussi équilibrer les salaires avec Dejounte Murray, et 2 firsts, même si on le voit, Atlanta envoie plus de salaire à Brooklyn, parce que Brooklyn a la place dans le cap pour absorber tout ça. Non, c'est l'inverse, c'est Atlanta qui reçoit plus que Brooklyn, pardon, parce que Atlanta a la place dans le cap pour absorber tout ça. En tout cas, le trade est validé de manière salariale. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est peut-être que les Hawks pourrait vouloir, enfin voilà, là on voit que les 2 pièces principales que reçoit Atlanta, c'est 2 firsts, et les 2 firsts, il y en a un 2027 et un 2029, ça correspond pas forcément au win now, et peut-être que les Hawks voudraient une offre qui leur permettrait d'être plus compétitifs plus rapidement qu'une offre comme celle-là qui leur permettrait de voir pour le futur. N'empêche que si Young voit que cette équipe commence à se renforcer avec des firsts pour le futur, ça pourrait le convaincre, et si Young voit qu'il peut coexister avec un meneur comme Dinwiddie, ça pourrait le convaincre. Par contre, peut-être que Atlanta pourrait essayer de négocier avec Brooklyn, que Brooklyn lâche un first en moins et essayer de récupérer Cam Thomas à la place de ce first là. Je pense que Atlanta voudrait ça, je suis pas sûr que Brooklyn le veuille, mais il y a pas mal d'options et de déclinaisons de ce trade qui sont possibles. Donc voilà, maintenant je sais pas si Atlanta accepterait ça, parce que peut-être que ça n'améliorerait pas assez la team à court terme, même si je pense que quand même dans ce deal, il y a des éléments qui pourraient les convaincre. Du coup, je propose une alternative à ce deal, une alternative en plus qui peut être cumulable avec le deal numéro 1, parce qu'elle n'utilise pas les mêmes assets. Donc il y a un monde où Atlanta ferait ces 2 deals. Je sais pas si c'est une bonne idée de les cumuler, mais sachez que si Atlanta veut faire ces deux deals, il y a les assets suffisants, parce qu'il n'y en a aucun que j'ai utilisé 2 fois. Et donc là, on le sait, les Bulls sont vendeurs pour Zach LaVine, sauf que la hype autour d'un transfert de Zach LaVine n'a pas l'air ouf. Il y a personne qui a l'air méga intéressé en ce moment par Zach LaVine. Et donc c'est peut-être l'occasion pour les Hawks de justement, vous connaissez le dicton, sell high, buy low, donc acheter vendre quand les joueurs ont une cote haute et les acheter quand ils ont une cote basse, mais ça peut être le bon moment d'acheter Zach LaVine et de le récupérer sans trop donner en échange. C'est l'occasion vraiment de l'avoir vraiment pour un bon marché. Et là, les Bulls, ils récupéreraient DeAndre Hunter, qui a 26 ans, qui a toujours du potentiel et qui peut devenir un vrai two-way player. Ils récupéreraient aussi le premier tour de Sacramento. Chicago récupérerait également Saddiq Bey, qui est un bon shooter, qui effectivement n'est pas trop vieux lui non plus, qui est même plutôt jeune. Kobe Bufkin, qui lui est très jeune, qui a un gros potentiel. Et je trouve que ces Bulls, contre un joueur comme LaVine qui justement n'attire pas personne, n'attire pas les foules, ils auraient pas mal de pièces essentielles pour au moins placer la première étape d'une reconstruction avec ces assets qui seraient récupérés du côté des Hawks. Et pour les Hawks, on aurait un gros avantage, on ferait venir LaVine pour aller avec Young, et je pense que Zach LaVine, qui l'a montré un peu jouer off-ball, et justement a besoin d'un meneur gestionnaire, on le voit à Chicago, ça manque la présence de Lonzo Ball pour des mecs comme Zach LaVine. Donc oui, je pense que Zach LaVine pourrait très bien marcher avec Trae Young, un Zach LaVine qui peut vraiment écarter le jeu. Bon, le problème c'est qu'il défend pas Zach LaVine, mais peu importe, avec des joueurs comme Royce O'Neal qui pourraient arriver dans un autre deal, enfin voilà, en imaginant des autres deals, on peut faire venir d'autres défenseurs sur les postes 3 et 4 qui peuvent aider, et voilà, c'est cette complémentarité entre Zach LaVine et Trae Young, je la trouve bien plus évidente qu'entre Trae Young et Dejounte Murray. Mais surtout, dans ce deal, comme vous le voyez, on ferait venir un joueur qui a été plusieurs fois All-Star comme Zach LaVine, mais en plus on garderait Dejounte Murray. Donc par contre, loin de moi l'idée de les faire jouer tous les 3 ensemble, mais ça peut permettre aussi de transférer Dejounte Murray ailleurs, et on le sait que ça fait partie des joueurs qui sont les plus
plus désiré avant la deadline des jeunes Temeré, même s'il y a un monde où il reste aux Hawks, mais on le sait que les offres vont se multiplier sur le bureau des Hawks, donc on pourrait déjà avoir Trae Young, Zach LaVine, plus un des jeunes Temeré à transférer pour avoir des assets, par exemple, comme cela pour compléter l'équipe, et ça je trouve ça intéressant. Justement, un Royce O'Neal qui va défendre et un Spencer Dinwiddie qui pourrait, derrière Trae Young et Zach LaVine, occuper les postes 1 et 2. Je trouve ça très cool. Quoi qu'il en soit, voilà, on le sait, hein, Zach LaVine, pour reparler du fit avec les Hawks, c'est un gros scoreur qui peut perdre quelques ballons, mais qui peut aussi évoluer avec d'autres porteurs de balles, et voilà, si tu fais un total package avec les deux deals, je trouve qu'il y a moyen de choper des défenseurs pour entourer Young et LaVine. En tout cas, imaginez de tels deals, je dis pas cela exactement, mais imaginez des deals dans cette veine-là, dans cette idée-là, dans cet objectif-là, mais je pense que ça peut redonner un petit élan à cette team d'Atlanta qui semble avoir fait son temps, à cet effectif qui arrive sûrement à la fin d'une époque, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir exploser. Quoi qu'il en soit, on le voit, les Hawks pour l'instant, ils galèrent, et il va falloir tenter un truc, si on veut espérer déjà se qualifier en playoff du côté des Hawks, mais si en plus de ça on veut y faire quelque chose, je pense que c'est ce genre de deal et ce genre de joueur all-star qu'il va falloir viser du côté d'Atlanta. Ok, concernant ces deux trades, visiblement vous n'êtes pas convaincus, ni par l'un ni par l'autre. J'ai vu dans le chat que certains disent que Atlanta devrait aller chercher Markkanen. Effectivement, Markkanen, j'en ai parlé dans mes cibles les plus faciles, enfin les mieux à aller chercher pour Atlanta. J'en parlais même dans ma vidéo de samedi en disant que Markkanen aux Hawks ça pourrait être cool. Malheureusement, je pense que Markkanen manque un petit peu de défense et surtout que Atlanta a pas forcément les assets pour convaincre Utah de lâcher Markkanen. Je suis pas sûr qu'une équipe de Utah soit intéressée par Dejounte Temeré, et sans un joueur du calibre de Dejounte Temeré, ça va être chaud de choper Markkanen. Donc pour moi, c'est difficilement réalisable un trade de Markkanen. Je suis d'accord que ces trades sont pas forcément les meilleurs pour Atlanta, même si je reste assez persuadé qu'un Zach LaVine peut amener un petit coup de boost, parce que cette équipe d'Atlanta, l'objectif c'est pas d'aller au titre tout de suite, mais de convaincre Trae Young de rester au maximum et de lui montrer qu'on peut l'entourer. Enfin voilà, même si cette équipe perd au premier tour, je pense que c'est important d'envoyer un signal fort à Trae Young en lui montrant, regarde, on est capable de prendre des risques et de sacrifier le futur pour t'entourer au présent. Et je pense que si Atlanta fait ça, ça peut être ce signal. Même si ça perd au premier tour, ça je m'en fous, mais je pense que c'est important. Quoi qu'il en soit, Atlanta doit tout faire pour au moins se qualifier en playoff s'ils ne veulent pas perdre Trae Young, s'ils veulent éviter qu'il demande un trade ou qu'il se barre à la Free Agency 2026. J'avoue que ce ne sont pas des trades qui vont tout résoudre ou qui vont amener Atlanta au titre, et je comprends tous ceux qui disent que ces trades ne sont pas ouf, mais je pense que pourtant, cette équipe doit vraiment faire all-in, cette équipe d'Atlanta doit vraiment faire all-in. Comme je vous disais, c'est pas forcément ces trades que je veux voir, par contre, ce que je veux voir, c'est cette équipe qui met ses assets sur la table et qui essaye d'aller de l'avant, parce que si cette équipe ne fait pas les playoffs, au bout d'un moment, ça va être compliqué, il va falloir penser à une vraie reconstruction, et dans une reconstruction, je ne suis pas certain que Atlanta puisse retrouver un joueur du niveau de Trae Young si facilement. Maintenant, deuxième équipe pour aujourd'hui, les Dallas Mavericks, qui sont 6ème à l'ouest, 11ème meilleur bilan de la NBA, c'est bien, une bonne attaque, 9ème offensive rating, une équipe qui joue vite, 8ème pace, qui est une des équipes qui perd le moins de ballons, l'équipe même qui perd le moins de ballons, même si ça se joue à quelques dixièmes près, je crois, avec Philadelphie, peut-être que ça a changé depuis le moment où j'ai pris mes notes pour le live, mais peu importe, c'est une équipe qui perd très peu de ballons, mais en échange, c'est une équipe qui fait pas trop circuler la balle, qui fait partie des dernières équipes aux passes décisives, une équipe qui prend pas de rebonds, et dont la défense finalement est plutôt moyenne, et l'adresse est plutôt moyenne. Et donc aujourd'hui, on s'en rend compte, ces Mavericks, c'est pas des contenders, en tout cas pas officiellement, et ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Cependant, on a un Luka Doncic qui actuellement, je trouve, est en train d'atteindre le meilleur niveau de sa carrière, et je le trouve vraiment suffisamment fort pour porter les Mavs loin, presque à lui tout seul. Il est capable de gagner certains matchs quasiment à lui tout seul, ou presque, et je pense que rien que sa présence peut donner l'espoir à ces Texans de faire un bon parcours, tout ça grâce à son scoring et son playmaking qui sont complètement élites, et Luka Doncic peut porter cette équipe, voilà, on le sait, bon, j'ai mis 3 L à Dallas, ça vient de me perturber, vous me pardonnerez ça, ceux du live et ceux du best of YouTube, on parle des Dallas Mavericks aujourd'hui, fin de la parenthèse, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'expliquais. Quand t'as un Luka Doncic dans ton équipe, tu peux forcément avoir des espoirs pour un vrai run de playoff intéressant. Mais est-ce que tu peux avoir des espoirs de titre ? Non, pas vraiment, pas à lui tout seul. Pourtant, à ses côtés, il a un Kyrie Irving qui, je trouve, est un excellent lieutenant cette année. C'est une vraie option 2, mais le problème, c'est qu'il a déjà 32 ans et qu'il se blesse un petit peu. Sauf que, mine de rien, je trouve que dans ce rôle-là, on parle moins de lui pour des mauvaises raisons, et on parle moins de lui tout court, et pourtant, d'un point de vue basket, il fait ce qu'on lui demande de faire, et peut-être que sur le papier au moins, cette équipe de Dallas n'a jamais été aussi proche d'être un contender. En tout cas,
Peut-être, mais pas avec cet effectif-là. En tout cas, cet effectif-là, en l'état, je pense que ça suffira pas. On a un Derek Lively qui est super important au poste 5, une vraie réussite, hein, parmi un vrai style de cette draft, mais qui est encore tendre, hein, c'est qu'un rookie. On a Derrick Jones Jr. et Grant Williams aussi qui sont titulaires et qui se battent bien. D'ailleurs, Derek Lively, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en plus de ça, lui aussi se blesse souvent, et derrière lui, il a pas de rotation. Derrick Jones Jr. et Grant Williams, bah dans le 5, ça fait du bien, c'est des guerriers aussi, qui font vraiment ce qu'on leur demande, qui remplissent vraiment bien leur rôle, leur costume, mais c'est quand même plus des role-players que des titulaires en puissance, on va pas se cacher. Et pour moi, à Dallas, il y a donc en ce moment un besoin urgent de faire un trade. Doncic, il a besoin de preuves de la compétitivité des Mavericks au plus vite. Il a plus que 2 saisons garanties après cette année sur son contrat, parce que lui aussi va être free agent en 2006. Donc sans parler des demandes de transfert qu'il pourrait faire d'ici 2026, si jamais. Cette année, on l'a vu, hein, ces dernières années, on les a vus. Les stars ont jamais hésité à faire des demandes de trade quand elles en avaient marre de perdre ou quand elles en avaient marre du contexte de leur équipe. Mais il faudrait pas justement que Luka demande son trade ou parte à la free agency 2026, parce que si Dallas perd un joueur générationnel comme Luka, ils vont pas s'en remettre, et ce sera dur de relever la tête. Donc maintenant, le plus vite possible, et même tout le temps, il va falloir le contenter, parce qu'en fait, justement, avec un Luka Doncic qui est free agent en 2026, Dallas est dans la même situation qu'Atlanta avec Trae Young, et donc, je trouve qu'actuellement, les Mavs ont la pression, ils l'ont senti l'année dernière, et c'est pour ça qu'ils ont fait venir Kyrie Irving, ils doivent bien l'entourer pour garder Luka pendant toute sa carrière à Dallas, et la deadline, c'est l'occasion de faire ça, c'est l'occasion de montrer à Luka, regarde, ça marche ça marche pas si mal depuis le début de la saison, mais pour l'instant on t'a pas mis assez de cartes en main pour que tu gagnes le titre, mais regarde, à la deadline on va essayer de se mouiller. Donc voilà, l'an dernier, comme je disais, avec la venue de Kyrie, le front office a montré ses ambitions, il faut continuer maintenant. À Dallas, on doit faire all-in sur Luka et autour de lui, et en plus de ça, on a pas mal d'assets pour faire progresser ça. On a un first round en 2026, on a un first round en 2028, on a des jeunes comme Jaden Hardy, comme Josh Green, comme Olivier Maxence Prosper, on a aussi Tim Hardaway Jr. qui sera sûrement utilisé pour les salaires, en tout cas qui peut être utilisé pour les salaires, parce qu'il a un salaire qui permet de devenir, en tout cas de compenser et de matcher en partie le salaire d'un All-Star, même si selon les rumeurs actuellement il n'y a pas trop d'intérêt autour de Tim Hardaway Jr. Je pensais que des contenders pourraient être intéressés, mais apparemment c'est pas le cas, et je pense pas que ce soit un asset très solide, mais qui pourra quand même servir pour une question de salaire, et quoi qu'il en soit, peu importe, parce que avec tous les noms et tous les pics que j'ai listés, il y a quoi de faire un joli pack du côté de Dallas. Pour moi, de toute façon, l'objectif 1, il est assez clair pour les Mavs, c'est apporter une option 3 qui peut scorer davantage que Derrick Jones Jr. et Grant Williams dans le 5 et défendre si possible au moins aussi bien, même si ce sera dur d'avoir tout. Et comme idée, on pourrait imaginer des mecs comme Jeremy Grant, comme Andrew Wiggins, comme Dorian Finney-Smith, qui sont tous, un retour de Dorian Finney-Smith à Dallas, ça ferait du bien. Et tous ces joueurs, ils sont susceptibles de bouger, on le sait, juste avant cette trade deadline. Et enfin, ça c'est le premier objectif, mais pour moi, ça ne suffira pas. Il faut aussi parcourir un deuxième objectif, celui d'avoir un intérieur supplémentaire qui peut jouer au poste de pivot et jouer le rôle de backup solide derrière Derek Lively, qui, comme on l'a dit, est un rookie, qui, comme on l'a dit, est tendre et qui, en plus de ça, peut se blesser. Là-dessus, j'ai quelques idées, je pensais à Daniel Gafford, à Isaiah Stewart, à PJ Washington, encore une fois, que des joueurs qui sont susceptibles de bouger avant la deadline. Parmi ces pistes, d'ailleurs, je dois le dire, j'aime beaucoup celle de Daniel Gafford, qui tourne à plus de 10 points, 7 rebonds et 2 contres en 25 ou 26 minutes de moyenne à Washington, un mec qui tire à plus de 68% de réussite, bon après il prend pas des tirs très durs, il tire près du cercle, mais il connaît ses forces, il connaît ses qualités, il joue avec, et c'est bien ce qu'il fait Daniel Gafford à Washington. J'adore vraiment ce que Lively il montre à Dallas depuis sa draft, mais comme je disais, il fait encore des erreurs, il est jeune, il a encore besoin d'apprendre, et derrière lui, il a besoin d'un backup qui limite un niveau de titulaire, et partager le jeu, j'imagine, entre un joueur comme Lively et un backup comme Gafford en mode 24 minutes, ou alors 26-22, ça peut être cool pour Lively, et je pense que ça apporterait une plus-value à Dallas, et peut-être que Gafford peut être ce gars-là. Et puis, parfois, il faut le dire aussi, même si c'est pas le profil que je préfère parce qu'il est pas assez bon défenseur, et autour de Luka on le sait, il y a besoin de bons défenseurs, mais on l'a vu dans les rumeurs, ça parlait de Kyle Kuzma, et c'est vrai que Kyle Kuzma ça peut être intéressant aussi, parce que dans le même deal, si tu réussis justement à t'entendre avec Washington pour récupérer Gafford et Kuzma, dans le même deal, tu récupérerais ton option 3 avec Kuzma, même si elle défend pas, t'as Luka Doncic et Kyrie qui ont du soutien offensif, mais aussi ton pivot backup avec Gafford, même si pour ça, il va falloir lâcher beaucoup, mais ça vaut peut-être le coup de demander aux Wizards, que valent ces deux joueurs, et forcément, le premier deal, je l'ai imaginé autour d'eux, et donc le voilà, ce premier deal qui enverrait, comme on l'a dit, Kyle Kuzma et Daniel Gafford du côté de Dallas. Donc Dallas, ils auraient ce qu'ils veulent, c'est ce que je disais, cette option 3 et ce pivot backup. On perdrait Grant Williams pour obtenir Kyle Kuzma, c'est pas du tout le même profil, c'est clair et net, il y a moins de hustle et moins de défense pour Kyle Kuzma, mais ce serait une vraie plus-value offensive pour aider Luka Doncic, et tout miser sur l'attaque, autour de Luka. On a Holmes et Kleber qui partiraient, mais c'est pas grave parce qu'ils sont peu utilisés dans la rotation, et surtout, Dallas ne se séparerait que
d'un seul first pour des joueurs comme Kuzma et Gafford qui font besoin, et c'est pas si mal. Mais maintenant, est-ce que Washington peut accepter pour un seul first? Peut-être que c'est difficile, mais Dallas peut difficilement proposer mieux. C'est pour ça que j'ai ajouté 2 seconds. Le second de 2025 de Toronto, qui peut être très bien placé, vu qu'on l'a vu, hein, Toronto vient de recommencer une reconstruction, donc on a une équipe de Toronto qui pourrait se situer dans les bas-fonds de l'Est la saison prochaine, et leur second tour 2025 pourrait limite valoir un first round, mais aussi le second tour 2028 de Miami, c'est pareil, en 2028 à Miami, on aura des Jimmy Butler qui auront pris leur retraite, peut-être une période de reconstruction du côté du 8, ce second tour de 2028 du 8 peut avoir de la valeur. Donc je me suis dit que, ok, Dallas ne peut lâcher qu'un seul first round, celui de 2026, mais les 2 first rounds en cumulé, s'ils sont aussi bons que ce qu'on imagine, peuvent peut-être compenser ce second first round manquant que les Wizards pourraient chercher pour lâcher Kyle Kuzma et Daniel Gafford. Quoi qu'il en soit, je pense que lâcher ces 2 secondes, c'est le seul moyen de, justement, d'essayer de les convaincre, ces Wizards, si tu ne lâches qu'un seul first. Et puis, on sait jamais, hein, si ça marche pas, si les Wizards ne veulent pas d'un seul first, ou alors si Dallas ne veut pas de Kyle Kuzma, parce que Dallas estime qu'il ne défend pas assez et qu'il correspond pas au profil, c'est pas grave, tu peux aussi imaginer un trade avec les Wizards pour ne faire venir que Daniel Gafford. Dans ce cas-là, tu gardes des pièces, hein, comme Grant Williams, tu gardes aussi probablement ton first, et t'essayes d'aller chercher quelqu'un d'autre. Là, tu récupères Gafford contre bien moins que ça, et puis après, avec les pièces, t'essayes d'aller chercher un autre joueur qui peut être ton option 3, et qui correspond plus. Et c'est pour ça que, en deuxième alternative, j'ai imaginé un transfert avec les Blazers qui ferait venir Jerami Grant à Dallas. Et celui-là, j'aime bien. Donc, comme on le voit, on a Jerami Grant qui arriverait à Dallas, et t'as Grant Williams, Maxi Kleber et Josh Green qui arriveraient à Portland avec un pick swap en 2025 où Portland récupérerait le meilleur choix des deux. Bon, le pick swap, il est là un petit peu pour décorer parce que je pense qu'il y a de grandes chances que Portland est déjà le meilleur pick, mais on sait jamais, ça peut être une plus-value qui peut être intéressante. Et ce que j'aime bien du côté de Dallas, c'est que ce trade permet de conserver Jaden Hardy, qui est un jeune à Dallas, hein, qui a du potentiel, et on a l'impression que Jason Kidd qui compte dessus. Mais Jaden Hardy, si besoin, et si les Mavericks veulent vraiment faire ce trade-là, les Trailblazers, s'ils veulent Jaden Hardy, moi je pense que Dallas ne doit pas hésiter à l'envoyer aussi. Tu perds Grant Williams aussi, c'est sûr, mais bon, tu récupères Jerami Grant, qui est meilleur en attaque, qui peut défendre quasiment aussi bien, qui peut jouer le rôle d'option 3 de qualité, qui performe des deux côtés du terrain, pour moi ça compense largement, et puis tu perds Kleber et Josh Green, Kleber qui joue très peu finalement, et Josh Green qui est un petit peu décevant, parce que je trouve qu'il était très prometteur la saison précédente, mais que cette année il stagne un peu, il semble un petit peu approcher son plafond, donc pourquoi pas lâcher Josh Green si ça permet d'obtenir Jerami Grant. Maintenant attention, parce que les Blazers sont pas l'air forcément très pressés de transférer Jerami Grant, ils l'ont re-signé cet été, et on a un Jerami Grant qui a l'air plutôt bien là-bas, malgré le fait que ça corresponde pas forcément à des objectifs de joueurs de son âge. Il est dans une équipe de reconstruction, apparemment il aime bien jouer le rôle de babysitter, donc les Trailblazers sont pas forcément vendeurs pour Grant, donc pour les convaincre il va falloir faire une belle offre. Ça peut le faire, à voir, ce sera peut-être pas suffisant, mais Grant Williams, Josh Green, ça peut aider. Josh Green, on sait que c'est difficile de le transférer parce qu'il a la Poison Pill Provision, mais les Trailblazers peuvent encaisser son contrat et son extension, donc tout ça fonctionne aussi. À voir ce que ça peut donner. En tout cas, pour moi, c'est 2 deals, hein, que celui-là où tu récupères Kuzma et Gafford, et celui-là où tu récupères Jerami Grant, ça permet vraiment à Dallas d'être dans le win now, essayer de faire un gros step-up, et pourquoi pas de permettre de se rapprocher au maximum du titre pour Luka Doncic, ou en tout cas de multiplier ses ambitions pour les Mavericks. Ok, là, du coup, pour Dallas, vous êtes un petit peu plus d'accord avec moi, vous êtes aussi d'accord sur le fait que c'est une équipe qui doit faire all-in, et le trade que vous préférez, à 67%, c'est le trade avec les Wizards, qui ferait venir Kuzma et Gafford. Je sais pas si Washington accepterait une offre avec un seul first. Pour moi, c'est ce qui bloque un petit peu, mais on est d'accord sur le fait que pour Dallas, ce serait peut-être le meilleur trade. Vous êtes 15% à penser que c'est le trade avec les Blazers qui marcherait mieux, parce que Jerami Grant défendrait mieux que Kyle Kuzma. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pour moi, il faut aussi aller récupérer Gafford ou un backup au poste 5, et vous êtes 18% à penser que Dallas ne doit faire aucun de ces 2 trades. Pas de souci, mais dites-moi ce que doit faire Dallas, parce que Dallas, à l'heure actuelle, pour l'instant, pour moi, ça peut pas aller au titre. Équipe numéro 3 qui doit faire all-in selon moi avant la deadline, les Golden State Warriors, qui ont le 21e bilan de la NBA et le 12e seulement à l'ouest. On le voit, hein, encore une fois, il y a beaucoup de stats qui sont en rouge ou en orange, et c'est assez catastrophique, et depuis le début de la saison, c'est un cauchemar du côté de Golden State. On a un Drew Wiggins qui est pas au niveau, qui est l'ombre de lui-même, qui a l'air complètement déprimé, et qui n'est plus à sa place, je crois, à Golden State, et qui a sûrement besoin d'un nouveau départ. On a un Klay Thompson qui est irrégulier, qui est frustré de ne plus avoir le même niveau qu'à l'époque, et qui a une attitude qui
est pas toujours au top et qui est pas forcément exemplaire pour ses coéquipiers. On a un Draymond Green qui a été suspendu parce qu'il sait plus quel sport il fait, il sait plus s'il fait du basket ou du MMA et des dérapages trop nombreux. Et ben voilà, hein, je pense que à Golden State on peut aller vite. Il y a rien qui va, tout simplement. Aujourd'hui, il y a rien qui va. On a même un Stephen Curry qui, on le voit, vieillit parce que lui aussi est humain. Et donc clairement, on le voit que cette équipe, elle a besoin d'être compétitive au plus vite, sinon elle va commencer à s'effondrer dans les bas-fonds et chaque année ça va être de pire en pire. Et pour moi, tant que Curry est encore à un très bon niveau, parce que peut-être qu'il est plus à son meilleur niveau, mais il est quand même encore à un très haut niveau, il va falloir faire quelque chose pour essayer de l'emmener encore au titre, parce que c'est un joueur qui justement veut se construire la meilleure legacy et la meilleure dynastie possible. Là, il va avoir 36 ans dans 2 mois, il reste pas 1000 ans pour l'entourer comme il faut, et je pense que c'est maintenant. Si les Warriors veulent faire les playoffs et peut-être essayer de tenter l'aventure vers un titre, Curry a besoin d'aide. Help pour Curry, s'il vous plaît, entourez-le comme il faut. Et ça va être important, et ça va limite être obligé pour le management des Warriors, pour Mike Dunleavy Jr. Qui vient d'arriver, de faire des choix à la deadline. Donc clairement, à Golden State, on a des jeunes assez intéressants, qui méritent d'être développés, certes, mais qui sont intéressants parce qu'ils ont des potentiels. Maintenant, il faut en être conscient, c'est peut-être pas forcément des pièces qui sont immédiatement prêtes pour un titre, mais ça reste quand même des bonnes pièces. On peut parler par exemple de Kuminga, de Jonathan Kuminga, qui tourne à 13 points par match en 22 minutes, qui veut plus de temps de jeu, mais qui est bloqué derrière les anciens, par Steve Kerr, parce que forcément, quand t'as des Draymond Green et des Klay Thompson à qui tu veux donner du temps de jeu, même si Klay Thompson n'est pas directement sur le poste de Kuminga, forcément ça enlève 10 minutes aux plus jeunes. Klay Thompson enlève par exemple des minutes à Moses Moody et Brandon Podziemski, dont on parlera après. Mais pour revenir à Kuminga, il y a eu une certaine rupture, on l'a entendu, en tout cas c'est Shams qui a lâché ça, que selon les rumeurs, on a un Kuminga qui croirait plus du tout en Steve Kerr, on a, c'est peut-être le moment de l'échanger, justement, et de profiter de sa valeur, parce que tu peux pas laisser cette situation s'enquister. On a un Moody, comme je disais, qui montre de bonnes choses cette saison, en ayant plus de minutes au poste 2, mais le problème c'est que le poste 2 titulaire c'est Klay Thompson, et même si son niveau régresse, c'est dur d'avoir du temps de jeu derrière lui, mais qu'en plus de ça, t'as un Brandon Podziemski qui lui aussi mérite du temps de jeu, et qui montre limite de meilleures choses encore que Moses Moody, ça crée des embouteillages. Et forcément tu peux pas faire jouer tout le monde, et il y a des frustrés dans cette équipe de Golden State, et les victoires sont pas au rendez-vous. Donc il faut faire quelque chose, sauf que maintenant, je me dis, pour l'histoire, par respect aussi pour les légendes de Golden State qui ont gagné des titres, par respect pour Curry, on imagine que Curry déjà, bien sûr, mais aussi Draymond Green et Klay Thompson vont rester chez les Warriors et ne vont pas être transférés en cours de saison à la deadline. Parce que l'idée, de toute façon, je pense, pour ces Warriors, c'est de permettre à ce noyau qui a déjà gagné 4 fois ensemble, d'aller gagner encore une 5e fois. L'idée, c'est pas d'enlever Draymond Green ou Klay Thompson pour aller gagner. Non, je pense que l'idée pour le management, c'est que ce trio-là, on va essayer de l'amener gagner un titre ensemble. Donc, même si je sais que Klay Thompson déçoit et que Draymond Green déçoit aussi, à mon avis, ils vont rester. De toute façon, leur valeur, actuellement, il faut s'en rendre compte, elle est pas haute sur le marché, au vu de leur âge et au vu de leur perf et de leur comportement récent. Et donc, je pense, toujours dans cette mentalité sell high, buy low, que c'est pas la meilleure idée de les transférer avant cette deadline. Et sans parler non plus de la mauvaise image que ça donnerait à la franchise pour les free agents qui se diraient, regardez les Warriors, ils avaient des légendes, ils les ont bazardés n'importe quand à la deadline, j'ai pas envie de signer là-bas. Donc pour moi, ce serait pas très classe un tel move, et à mon avis, c'est à bannir. Golden State, je pense, à la deadline, gardera Klay Thompson et Draymond Green. Sauf que, il faut quand même faire quelque chose. Il faut quand même faire quelque chose malgré ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les Warriors, il y a quand même des options pour rebâtir cette équipe. On a Chris Paul, qui a un contrat expirant à 30 millions, qui permet de matcher parfaitement un salaire pour faire venir un gros joueur. Et ça coûtera rien dans le cap à l'équipe qui le récupérera en plus en cas de buyout. On a des équipes aussi qui peuvent être intéressées par Andrew Wiggins, en espérant qu'il se réveille avec un nouveau départ, avec un nouveau trade. On le sait, Andrew Wiggins, il a un potentiel de two-way player, donc c'est bien pour un contender. C'est aussi bien pour une équipe en reconstruction d'avoir un nouveau pilier, un joueur qui a été titré avec Golden State, qui a une certaine expérience, mine de rien, même si c'est pas le leader du siècle, Andrew Wiggins, c'est même peut-être pas un leader du tout, mais avoir quand même un joueur qualitatif comme ça, ça peut faire du bien à une équipe en reconstruction, pas en option 1, bien sûr, on le sait, il a des limites, mais en option 2 ou 3, pourquoi pas, sauf que, on le sait, le problème avec Wiggins, c'est qu'il y a des gros doutes sur son mental, et que sa valeur est pas forcément très haute. Mais au total, quand même, du côté de Golden State, on a du Moses Moody, du Jonathan Kuminga, du Chris Paul, du Andrew Wiggins, on a le first 2026, on a le first 2028, tout ça, en fonction de la contrepartie, je dis pas qu'il faut lâcher tout le monde, mais en fonction de la contrepartie, si t'as quelque chose de bien, pourquoi pas lâcher tout le monde, ça peut partir en tout cas. Et si on ajoute en plus de ça des seconds tours pour compléter et encore améliorer l'offre, on a la possibilité de faire un pack plutôt intéressant, je pense, du côté de Golden State. L'objectif, pour moi, il doit être clair, c'est obtenir un joueur ou plusieurs joueurs qui sont prêts tout de suite, qui sont dans leur prime ou pas loin, et avec le niveau le plus proche possible du All-Star, pour aider Curry par exemple. Encore une fois, Golden State, c'est une équipe pour laquelle j'aurais adoré l'arrivée de Pascal Siakam, sauf qu'ils n'ont pas bougé,
bouger, ou en tout cas ils n'ont pas fait une offre aussi convaincante que ce que l'ont fait les Pacers. Donc pourquoi pas essayer de viser un ailier ou un ailier fort qui est capable de jouer des deux côtés du terrain pour essayer d'apporter aujourd'hui ce que Wiggins apportait avant et ce qu'il n'arrive plus à apporter aujourd'hui du côté des Warriors. Ça pourrait faire du bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément des masses de candidats qui sont potentiellement disponibles avant la deadline dans ce profil. Donc les idées principales que j'ai eues, c'est Markkanen, même si c'est pas un super défenseur, c'est Kuzma, encore une fois, même si c'est pas un super défenseur, c'est DeRozan aussi, même si c'est pas un super défenseur, et si tu veux des meilleurs défenseurs, il faut aller taper sur du Dorian Finney-Smith par exemple, ou encore du PJ Washington en profil plus intérieur, mais eux du coup c'est pas des All-Stars du niveau de Markkanen, Kuzma et DeRozan. Donc je pense que tant pis pour la défense, peut-être, il faut du soutien offensif à Stephen Curry, et du côté de Golden State, je crois que je privilégierai l'attaque, et surtout un potentiel de All-Star pour vraiment aider Curry dès maintenant. Donc le trade 1 que je vous propose, le voilà, il est avec les Bulls. Et là, on le voit, les Warriors récupéreraient DeMar DeRozan et Jevon Carter en lâchant Chris Paul, Moses Moody, un first round 2026 et 2 first round en 2026 et en 2028, tous les deux en provenance d'Atlanta. Et là, ce qu'on voit, c'est que à Golden State, on récupérait DeMar DeRozan, on récupérait Dédé, qui est un All-Star, un multi-All-Star, et qui est aussi de la même génération ou pas loin que les cadres. C'est la même timeline ou pas loin que du Stephen Curry, du Klay Thompson et du Draymond Green. Ça peut bien fitter ensemble en termes de caractère aussi, et je pense que dans une équipe comme ça, un DeRozan, il aura envie vraiment de se battre pour un titre, parce que là en ce moment, il s'enquiste un petit peu du côté de Chicago, vu le manque d'ambition de la team. Il a toujours de grosses qualités, c'est sûr, mais est-ce qu'il a vraiment la motivation pour les exploiter à fond dans cette équipe qui joue pas grand-chose et qui est complètement déséquilibrée? C'est pas certain. À Golden State, avec un joueur comme Stephen Curry, j'ose espérer que un DeRozan arriverait à retrouver le niveau qu'il est capable d'avoir. Maintenant, ce qu'on voit dans ce deal, c'est est-ce que les Bulls accepteraient? Peut-être qu'ils préféreraient avoir Kuminga, cette équipe de Chicago, surtout s'ils se lancent dans une reconstruction. Mais moi, je pense pas que les Warriors veuillent lâcher Kuminga pour un joueur comme DeRozan qui a déjà 34 ans, qui sera free agent en fin de saison et qui donc risque de partir cet été. Donc pour moi, Golden State ferait une erreur de lâcher Kuminga. Par contre, on propose quand même le contrat expirant de Chris Paul, parce que là, il y a écrit 2 ans, mais vu que la deuxième année n'est pas garantie, ça peut être un contrat expirant à la fin de l'année. On propose Moses Moody aussi, qui on le sait a du potentiel. On propose aussi un first et on propose 2 secondes. Donc c'est pas mal, franchement, pour un joueur de 34 ans qui, je le répète, a un contrat expirant. Et je pense aussi que ça pourrait bien aider les Warriors à aller de l'avant, de récupérer un joueur comme DeMar DeRozan, même si c'est pas le meilleur défenseur du monde. Et l'idée de trade 2, c'est le même genre, sauf qu'on va viser encore plus haut avec un joueur qui, en tout cas selon moi à l'heure actuelle, est encore meilleur que DeMar DeRozan, Lauri Markkanen. Et là c'est un petit peu le même type de trade avec les mêmes objectifs, mais justement avec le Finlandais à la place de DeRozan. Par contre, cette fois-ci, si tu veux récupérer Markkanen, t'as pas le choix. Lui, il a pas 34 ans, c'est pas un mec qui sera free agent en fin de saison, tu vas devoir lâcher plus, et je ne vois pas les Warriors récupérer Markkanen sans lâcher Kuminga cette fois-ci. Et pareil, tu lâches Kuminga, mais tu lâches aussi 2 firsts, parce que pour un joueur comme Markkanen, qui certes n'est pas dans la même timeline que les cadres, ça c'est le petit désavantage par rapport à DeRozan, mais lui c'est un joueur qui est en plein prime et qui a plus de valeur à l'heure actuelle, donc forcément t'es obligé de lâcher plus. Donc après, Gary Payton et Corey Joseph sont surtout là pour les salaires, même si Gary Payton peut avoir une petite valeur, mais voilà, ce que je retiens en gros, c'est que pour Utah, finalement récupérer Kuminga et 2 futurs firsts, ça peut être intéressant pour Lauri Markkanen, sachant que Utah ne joue rien actuellement, et que les Warriors pourraient vraiment avoir un All-Star, à voir comment il pourrait convenir et comment il pourrait fitter avec les autres, mais ça pourrait être super intéressant de voir ce joueur en plein prime à Golden State. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je pense que cette équipe des Warriors a besoin d'un gros joueur, a besoin d'un All-Star, de la trempe de DeRozan ou de Markkanen, pour essayer de faire quelque chose, quitte à faire all-in, quitte à balancer tous les jeunes et tous les tours de draft, c'est pas grave. Kuminga, ok, il a du potentiel. Moody, ok, il a du potentiel. Peut-être que ils vont avoir un futur radieux ailleurs, et peut-être qu'un jour les Warriors mordront les doigts. Mais à Golden State, c'est pas grave, on n'a pas le temps de les développer aujourd'hui, et il nous faut le titre cette année. Encore une fois, il faut un titre avant que Curry soit trop vieux, et je le rappelle, il va avoir 36 ans. Donc peu importe, il faut tout miser, il faut faire all-in sur le présent, je pense. Et ce genre de joueur, à mon avis, ce genre de All-Star, c'est ce qu'il faut viser du côté de Golden State. Ok, pour Dallas. Alors, c'est intéressant parce que là, vous êtes conscient du fait qu'il faut que ça bouge. Vous êtes 62% à préférer le deal de Markkanen en pensant que c'est bien et que ça peut vraiment faire progresser les Warriors. Le problème, c'est que le Jazz, est-ce qu'ils voudront le lâcher pour 2 premiers tours de draft et Kuminga? Je pense que l'offre est équivalente, mais peut-être que Danny Ainge au Jazz va vouloir beaucoup plus, et c'est ce qui pourrait bloquer pour Markkanen. Vous êtes 31% à dire que c'est le trade de DeRozan qui est le mieux, et effectivement, avoir un DeRozan pour ce prix-là et faire progresser l'équipe, parce que le prix est pas tant élevé finalement, et faire progresser l'équipe directement, ça peut être bon, même si le fit est pas idéal vu le manque de défense de DeRozan, mais ça peut être bien quand même. Et vous n'êtes que 7% à dire qu'il ne faut faire aucun de ces 2 trades. Ça veut dire que pour vous, vous êtes conscient et vous êtes d'accord sur le fait que Golden State doit bouger, et c'est ce trade là avec Markkanen que je vous réaffiche à nouveau que vous préférez à 62%.
Maintenant, on évoque la situation des Los Angeles Lakers qui ont le 18e meilleur bilan de la NBA, mais seulement le 10e à l'ouest, donc actuellement, mais ça lutte pour le play-in. Et les Lakers, on le sait, dans cette équipe, on a un certain LeBron James, et quand t'as un LeBron James dans ton équipe, encore plus à 39 ans, tu es obligé d'avoir des ambitions. Et le principal souci des Lakers, c'est que même si la défense est plutôt correcte, on le voit, le 12e meilleur defensive rating en NBA à l'heure actuelle, l'attaque est beaucoup trop irrégulière, parce que LeBron James est beaucoup trop obligé de faire tout seul en attaque. Et on le voit, même s'il y a Anthony Davis qui est là, tout passe par LeBron, et il n'est pas assez bien entouré par des joueurs qui peuvent vraiment fitter autour de lui, parce que je trouve que dans cette équipe des Lakers, ça manque de shooters spécialistes, là vous le voyez pas, mais dans le nombre de 3 points marqués, elle est 28e en NBA, et même si c'est le 19e meilleur pourcentage à 3 points de la ligue, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus complètement ridicule, avoir un pourcentage si bas quand tu en shootes si peu, c'est pas forcément fabuleux. Et puis en plus de ça, ça manque de shooters pour épauler LeBron, mais ça manque aussi de porteurs de balles, ça manque d'un vrai meneur de jeu qui peut l'épauler. Austin Reeves arrive à le faire, hein, je l'ai mis en photo ici, mais c'est pas non plus un vrai meneur, c'est pas non plus un vrai organisateur. On a un Gabe Vincent qui depuis son arrivée à Los Angeles passe son temps à être blessé, passe son temps à l'infirmerie, et là actuellement, j'ai l'impression que c'est trop facile pour les défenses adverses de s'adapter à l'attaque des Lakers. Tu te focuses sur James, tu profites du fait qu'il est vieilli et qu'il ait du mal justement à attaquer les prises à deux, et c'est toute l'attaque des Lakers. Si tu le prends au LeBron et que tu mets vraiment une espèce de boîte et une espèce de trappe sur lui, en mode blitz, hein, tu l'empêches de faire quoi que ce soit, les Lakers, c'est toute leur attaque qui déraille. Parce que même si, évidemment, t'es obligé aussi de mettre des gros défenseurs sur Anthony Davis pour le contrôler dans la raquette, c'est pas Anthony Davis qui va créer l'attaque des Lakers. Et voilà, enfin, pour l'instant, cette équipe des Lakers en attaque manque de joueurs, manque de pièces, justement, pour être vraiment performante, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il manque grand-chose dans cette équipe, parce que dans cette team, avec cette colonne vertébrale, on voyait, il y avait les mêmes soucis l'année dernière, une défense qui était plutôt performante et une attaque très moyenne, et mine de rien, ça a fait quand même les finales de conférence, donc, ok, ça a pris un sweep en finale de conférence, mais on se dit, il manque pas grand-chose, parce que ce qu'on voit, c'est que, on l'a vu, hein, aux Lakers, les années précédentes, la greffe Westbrook n'a jamais prise. Sauf que depuis son départ, j'ai l'impression que l'équipe est plus profonde, elle est plus équilibrée aussi, et surtout, elle a potentiellement plus d'assets intéressants pour les autres équipes pour imaginer un transfert. Je me dis que Austin Reeves a été intouchable pendant longtemps, mais aujourd'hui il est plus si intouchable que ça, lui qui a perdu sa place de titulaire, mais pour l'avoir par contre il faudra faire une grosse offre. Je pense pas que les Lakers le lâcheront s'il n'y a pas une grosse offre, surtout qu'en plus de ça il a un contrat qui pourrait être intéressant. On a un D'Angelo Russell qui lui est plus que transférable, on sent que les Lakers essayent de le mettre dans toutes les idées de trade, mais qui lui perd un petit peu de valeur, il en a toujours un petit peu, mais perd un petit peu de valeur. On a un Rui Hachimura qui peut aussi bouger en fonction de la contrepartie, qui est un joueur très important aussi, mais si c'est pour recevoir une grosse contrepartie, je ne suis pas contre le fait d'envoyer Hachimura ailleurs. Gabe Vincent c'est pareil, et puis de toute façon, si tu veux faire un gros trade, tu auras sûrement besoin soit du salaire d'Hachimura, soit du salaire de Vincent pour équilibrer et pour essayer d'avoir un joueur à plus de 25 millions. Donc forcément, je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il y en ait au moins un des deux qui partent en cas de transfert. Et puis, comme les Warriors, t'as aussi pas mal de jeunes cools à développer, sauf que chez les Lakers, c'est pas l'objectif de développer ces jeunes, on n'a pas le temps. LeBron James a 39 ans et il faut gagner maintenant. Et pourtant, on a des joueurs comme Max Christie, comme Cam Reddish, comme Jackson Hayes, comme Jalen Uchifino aussi. Alors Cam Reddish et Jackson Hayes, je veux bien, ils ont pas forcément montré de belles choses depuis le début de carrière, mais ils ont toujours un vrai potentiel. Max Christie et Jalen Uchifino, ils viennent d'arriver en NBA, ils ont quelque chose aussi à montrer sous la semelle, mais pour ça, il faut qu'ils se développent dans des bonnes conditions, il faut qu'ils prennent de l'XP, et pour prendre de l'XP, il faut avoir du temps de jeu, et ce temps de jeu, pour l'instant, dans cette équipe qui veut être compétitive à Los Angeles, ils ne l'ont pas, et c'est pour ça que je me dis que tous ces jeunes potentiellement forts à l'avenir peuvent être considérés comme partants si les Lakers en échange reçoivent une bonne offre. Maintenant, surtout qu'en plus de ça, en fait, c'est dommage parce que les Lakers n'ont pas de pick à donner jusque ce first 2029 qu'ils ont, donc il y a des possibilités de swap, c'est sûr, sauf que vu que tu ne peux pas donner un pick avant 2029, si tu veux récupérer un bon joueur, tu vas être obligé de perdre des joueurs de qualité, comme Austin Reeves, comme Max Christie, comme Jalen Uchifino, et c'est obligé, donc maintenant, parmi les cibles principales que recherchent les Lakers, on l'a vu dans les rumeurs, ça parle beaucoup de Lavin, mais cette idée de Lavin, j'avoue que j'y crois de moins en moins. Alors on aurait envie qu'il arrive, on sait qu'il est chez Clutch Sports, l'agence de LeBron James, qui s'entendent très bien avec LeBron, et que justement, quand il y a eu des joueurs un peu proches de LeBron, les Lakers ont fait pas mal de choses pour le faire venir, donc pour moi ce serait
le candidat un petit peu obvious, Zach LaVine, sauf qu'on l'a vu, les fans des Lakers sont pas forcément chauds à l'idée d'accueillir Zach LaVine, et je comprends, parce qu'il y a des doutes sur son investissement global depuis le début de cette saison, et des doutes sur son absence de défense, même si c'est surtout de l'attaque qu'il faut chez les Lakers, la défense de LaVine peut être assez rédhibitoire, et son investissement global aussi. N'empêche que LaVine, ce qu'on retient, c'est que ça reste quand même aussi un joueur All-Star, et quand on se rappelle du dernier All-Star qui est parti maintenant, c'est-à-dire Russell Westbrook, le fit de LaVine à Los Angeles sera bien meilleur que celui de Russell Westbrook. Mais maintenant, c'est peut-être pas la seule cible à privilégier, Zach LaVine, parce qu'on a d'autres joueurs intéressants qui peuvent être disponibles. Et là, par exemple, je pense à Dejounte Murray, dont on parle beaucoup depuis le début de ce live. Donc clairement, Dejounte Murray a moins de shoot, même s'il progresse, ça aussi on en parlera un petit peu plus tard. Le fit est moins évident aussi, justement, avec LeBron James, parce qu'on l'a dit, il faut surtout des shooters, mais au moins il apporte de la défense et du playmaking, et c'est quand même deux zones, deux domaines dans lesquels les Lakers ont besoin de progresser. Donc défense, playmaking, c'est bien, il manquera un peu de shoot, c'est pas grave, il y a aucun joueur qui est parfait. Pour moi, Dejounte Murray, ça peut être une bonne pioche. Et puis en termes de poste aussi, j'ai envie d'en parler, même si ça correspond pas forcément aux besoins des Lakers, un Lauri Markkanen, ça pourrait être une cible qui est poursuivie, tu t'en fous, tu peux le mettre au poste 3, 4 ou 5 limite, alors avec un AD qui est maintenant au poste 5, tu mets LeBron en 3 et tu mets Markkanen en 4, ça apporte du spacing, ça apporte du shoot, bon là cette fois-ci ça défend pas, ça manque aussi de création par rapport à d'autres joueurs, mais ça peut aussi apporter une vraie plus-value, une vraie option 3 justement, offensivement, qui permettrait aux défenses de se concentrer sur d'autres joueurs que sur LeBron, parce que Lauri Markkanen, t'es obligé de lui envoyer un grand joueur pour éviter qu'il shoot à 3 points. Dans un autre style, il y a d'autres joueurs qui sont souvent dans les cibles évoquées pour les Lakers, je pense aux deux Bulls là par exemple, on parlait de LaVine tout à l'heure, mais il y a aussi DeMar DeRozan et Alex Caruso qui sont souvent cités dans les cibles préférentielles des Lakers. On a un Bruce Brown Jr. aussi qui vient d'arriver à Toronto dans le trade de OG Anunoby et que les Raptors pourraient ne pas vouloir garder, et à côté de ça, on associe encore d'autres noms fréquemment à la franchise californienne, comme ceux de Jeremy Grant, ceux de Terry Rozier, de Gary Trent Jr., de Royce O'Neal, voilà, on en a pas mal, sauf qu'il va falloir faire attention, parce que les Lakers sont au-dessus de la luxury tax, ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus, n'empêche que, dans l'idée, je dis pas encore une fois que c'est les trades qu'ils doivent faire, mais dans l'idée, dans la construction des trades, je pense qu'il y a quand même des pistes assez intéressantes à envisager. Et la première, vous l'avez compris, j'aime bien l'idée de l'arrivée de Dejounte Murray du côté de Los Angeles, parce que le faire venir, ça te permet d'avoir un nouveau joueur de niveau All-Star, et c'est exactement ce que veulent ces Lakers. Le souci, c'est peut-être que les Lakers n'ont pas assez de pics pour intéresser les Hawks, surtout des Hawks qui veulent être dans le win now. Et donc, pour compenser ça, ils sont obligés de lâcher du lourd, et même si, on le sait, les Lakers tiennent beaucoup à Austin Reeves, je pense qu'ils seront obligés de le lâcher, s'ils ne veulent lâcher qu'un pick pour Dejounte Murray, parce que, on a beau avoir Max Christie, qui pour moi a un vrai potentiel de two-way player, et si les Hawks y croient, et on se rappelle qu'il a que 20 ans, Max Christie, et qu'il peut vraiment se développer, si les Hawks y croient, ça peut être un bon élément pour les convaincre. Le premier pick disponible, ça peut être un bon élément aussi, sauf que, à côté de ça, les Lakers, eux, ils aimeraient bien ajouter D'Angelo Russell, parce qu'ils sont pas chauds pour lâcher Reeves, mais pour moi, si t'as pas de deuxième first round, les Hawks avec D'Angelo Russell ils disent non, alors qu'avec Reeves potentiellement ils peuvent dire oui, parce que Austin Reeves, je vois son jeu beaucoup plus complémentaire à celui de Trae Young que celui de D'Angelo Russell l'est avec celui de Trae Young justement. Donc pas sûr que ça fonctionne comme ça, sauf que j'ai peur que ça bloque, parce que les Lakers à mon avis, il va leur falloir plus que Dejounte Murray pour lâcher Austin Reeves, et les Hawks, sans Reeves, ils font pas ce trade, et avec D'Angelo Russell, il faut pas ce trade. Donc, j'aimais bien l'idée de ce trade. Maintenant, est-ce que les équipes peuvent accepter? Je pense que ça va être chaud. En tout cas, il va falloir que l'une ou l'autre fasse des compromis, et vu que ces deux équipes, pour moi, doivent essayer de progresser au plus vite, pas sûr que l'une des deux arrive à faire ce genre de compromis. C'est pour ça que je vous ai proposé un deuxième trade aussi du côté de Los Angeles, et on le sait, chez les Lakers en Californie, on a un DeMar DeRozan qui est sur les tablettes depuis des années, et à la free agency, avant qu'il signe avec Chicago, on se rappelle il y a 2 ans, il faisait partie des favoris pour signer chez les Lakers, on parlait même d'un contrat minimum, et là, ça s'est pas fait à l'époque, mais maintenant, ça peut être le moment, surtout que pour l'avoir, on le sait, la cote de DeRozan, on l'a dit plusieurs fois dans ce live, un joueur qui a 34 ans et qui sera free agent en fin d'année, t'as moyen de l'obtenir pour pas grand chose, et là, finalement, les Lakers l'obtiendraient contre aucun joueur sur lesquels ils tiennent vraiment. Allez, mis à part Taurean Prince, et encore Taurean Prince, tu le remplaces très facilement. Gabe Vincent, il joue pas parce qu'il est tout le temps blessé, même si tu l'as fait venir cet été, de toute façon, il y a besoin de le mettre pour les salaires, et en vrai, je suis pas sûr que Gabe Vincent réussisse un jour du côté des Lakers. Taurean Prince, qui est un guerrier, mais que tu remplaces. Uchi Fino, qui a du potentiel, mais qui n'est pas prêt actuellement pour justement suffisamment aider les Lakers. Christian Wood, qui fait des stats, mais qui pour l'instant n'est pas un joueur sur lequel tu peux compter parce qu'il défend pas assez. Un Jackson Hayes, qui lui aussi est plutôt jeune, mais qui n'est pas encore assez poli et mature pour jouer avec les Lakers. Et ce First 2029, qui n'a aucun intérêt
dans une optique de win now. Donc tout ça pour les Bulls, ça pourrait être intéressant parce qu'avec Uchifino et potentiellement des mecs comme Jackson Hayes ou pourquoi pas Gabe Vincent, hein, s'il remonte le niveau qu'il avait à Miami, et surtout ce first 2029 à une époque où les Lakers seront probablement en reconstruction, ça pourrait être intéressant, et en tout cas ça me paraît déjà suffisamment bien pour un joueur encore une fois qui a 34 ans et qui sera free agent en fin d'année. Donc maintenant ok, par contre l'arrivée de DeRozan en termes de spacing, c'est pas la folie, je l'ai dit, hein, avec LeBron James il faut des shooters, DeRozan c'est pas du tout un shooter à 3 points, en même temps c'était pas du tout la folie avec Murray non plus, sauf que là je voulais un All-Star et il y a aucun All-Star avec qui ça aurait été la folie, donc voilà pourquoi j'ai parlé de ces deux là, parce que j'aime bien ces deux là, il y a des choses qui me semblent réalisables des deux côtés. On parlera peut-être d'une troisième piste dans la vidéo de samedi là, qui me vient en tête et à laquelle j'avais déjà pensé et que j'ai pas mise dans ces trades. Je pense que ce sera la piste que je privilégierai dans la vidéo de samedi, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, ben là voilà, moi je parle de joueurs comme Dejounte Murray ou DeMar DeRozan qui pourraient arriver aux Lakers, ou en tout cas dans les cibles que les Lakers doivent cibler. C'est la preuve que là, ben oui, les Lakers ont besoin d'un joueur de ce calibre, d'un joueur de niveau All-Star, et c'est la preuve pour moi que les Lakers doivent faire all-in, ça fait partie des teams qui doivent faire all-in afin de faire jouer, de faire venir un joueur de grande qualité pour permettre à LeBron d'aller le plus loin possible, encore une fois, avant qu'il prenne sa retraite. Pour les Lakers, vous êtes conscient aussi que ça peut bouger, vous êtes 14% à penser qu'il faut aucun de ces deux trades, je veux bien, mais dans ce cas-là, il va falloir en faire un autre. Comme je répète à chaque fois, hein, je ne dis pas que c'est ces trades-là qu'il faut faire, mais c'est des exemples. Vraiment, je sais que ces trades ont des failles un petit peu, c'était vraiment plus pour illustrer, donc ne vous focalisez pas sur les trades, dites-vous juste que c'est pour donner des exemples de ce qu'il faudrait un petit peu mettre en place et de ce qu'il faudrait envoyer pour avoir ce genre de joueur surtout, en tout cas au minimum. Quoi qu'il en soit, vous êtes 57% à penser que le trade des Hawks c'est bien, vous êtes 29% à préférer celui des Bulls, qui est ici, donc vous préférez quand même Dejounte Murray à DeMar DeRozan, et vous êtes 14% à penser qu'il faut faire aucun de ces deux-là. J'ai vu que pour certains, DeMar DeRozan n'était pas du tout un bon fit parce que trop vieux, bon en même temps l'âge aux Lakers quand t'as déjà LeBron James tu t'en fous, ou parce que pas assez shooter, ça je vous rejoins plus, mais au moins ça peut apporter du mouvement en attaque dans cette équipe des Lakers qui en ont bien besoin. Je pense moi aussi que Dejounte Murray serait beaucoup mieux que DeMar DeRozan, sauf que Dejounte Murray tu l'obtiens pas en lâchant D'Angelo Russell à mon avis, et est-ce que les Lakers voudront lâcher Austin Reeves pour avoir Dejounte Murray? Je pense qu'il faut qu'ils le fassent, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans l'air du temps du côté de Los Angeles. On verra, j'ai hâte de voir la deadline, mais à mon avis il faut que ça bouge chez les Lakers. Pour la 5e équipe, comme bien souvent, quand je prévois mes vidéos à l'avance, on a appris une dinguerie qui change un petit peu tout ce que je vais dire juste après. Et oui, parce que je voulais parler du Heat qui, on l'a vu, ont échangé Terry Rozier contre Kyle Lowry plus un first. Du coup, tout ce que je vais vous expliquer juste après n'est plus d'actualité, mais je le laisse quand même, parce que pour moi, justement, ça correspond un petit peu à ce que Miami est allé chercher avec Terry Rozier du côté de Charlotte. Alors ok, les propositions de trade que je vous montrerai à la fin ne fonctionneront pas, sauf que Miami a fait all-in pour avoir Terry Rozier, et je me suis dit que ça valait peut-être quand même le coup de vous laisser cette petite discussion. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à la passer, la vidéo est chapitrée. 5e équipe pour aujourd'hui, le Heat de Miami qui a finalement le 11e meilleur bilan de la NBA, donc qui est pas mal classé, et le 6e meilleur bilan de la conférence Est. Et à Miami, on le sait, on a des fans qui restent optimistes, et je comprends pourquoi ils sont optimistes, qui disent que ok, tout ne va pas bien, sauf que le 8, on les connaît, quand les playoffs vont arriver, ce sera plus la même équipe, ils vont se transcender, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, attendons les playoffs, et vous allez voir à quel point Miami va tout péter. Ok, tout ça je veux bien y croire, sauf que ça a fonctionné l'année dernière, et je vais pas non plus mettre ma main au coupé sur le fait que la même histoire va avoir lieu tous les ans, parce qu'on va pas se cacher, on va pas se mentir, c'était quand même une grosse surprise l'année dernière. Sachant que pour l'instant, même si Miami nous a habitués à faire des gros runs en playoffs, nous a quand même sorti des belles surprises de sa poche, du côté de Pat Riley et de Rick Spoelstra, et jusque là quand même c'est pas non plus aller jusqu'au titre. Ça allait 2 fois en finale, mais ça n'a jamais suffi pour aller jusqu'au titre. Et pourtant, c'est bien d'aller en finale, sauf que Jimmy Butler et tous ses potes, c'est un titre qu'ils veulent, c'est pas juste aller en finale. Et cette équipe-là, est-ce qu'elle peut aller au titre? J'ai l'impression que non, parce que cette équipe, en tout cas sur le papier, me semble bien moins bonne que des équipes qui les années précédentes ne sont, elles, pas allées jusqu'au titre. Donc voilà, enfin... Ce que je me dis, c'est que oui, ok, en ce moment, cette équipe, malgré un début de saison un petit peu poussif, elle s'en sort bien. En saison, elle prend pas l'eau, alors que je pensais que ça prendrait plus l'eau avec un meneur comme Kyle Lowry, on en parlera un petit peu plus tard, mais ce qu'on voit, c'est surtout qu'elle a quand même aussi de vraies failles. Si elle arrive à gagner des matchs, et si elle arrivera a priori sans souci à se qualifier en play-off, elle a quand même besoin de renfort si elle veut espérer avoir des ambitions et faire un gros parcours. Parce que comme je disais, Jimmy Butler, aujourd'hui, il a 34 ans, il est à Miami pour jouer le titre, pour gagner le titre même, et en contrepartie, cette équipe qui est allée en finale
l'année dernière, elle a vécu des départs de Gabe Vincent et de Max Strus qui n'ont pas vraiment été compensés, on a Damian Lillard qui est jamais venu, et on a les concurrents principaux comme Dallas, pas comme Dallas, oula je suis fatigué, comme Milwaukee pardon, qui a fait venir Damian Lillard, ou comme Boston, qui a fait venir Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, qui se sont largement renforcés dans la conférence Est. Et voilà, c'est dommage cette non-venue de Lillard, parce que Miami aurait pu vraiment progresser avec ça, surtout qu'il y a de gros besoins au poste de meneur, parce que ce que fait Kyle Lowry, on va se le dire, je trouve que c'est très respectable. C'est beau de voir qu'à 38 ans, il se bat, c'est même admirable, j'ai envie de dire, il fait les efforts, il essaye de défendre avec ce qu'il peut, il utilise ses grosses fesses, son gros short, il provoque des passages en force, il se bat, c'est bien, c'est un joueur d'équipe qui donne tout, sauf que, on va pas se mentir qu'il commence à être rincé le Kyle Lowry, et aujourd'hui pour moi il a plus le niveau d'un titulaire d'une équipe qui peut avoir des ambitions en playoff, et c'est là que le départ de Gabe Vincent fait du mal, même si actuellement il passe pas mal de temps à être blessé, mais on l'a vu, si Gabe Vincent l'année dernière il a pris la place de Kyle Lowry dans le 5 de départ, et ben c'est pas par hasard. Et parce que, à côté de ça, en plus de ça, on a un Jimmy Butler. On pourra dire tout ce qu'on veut sur le fait que c'est un compétiteur hors pair, qui est capable de se transcender en playoff, qui est capable de porter sa team sur toute une série en 7 matchs si besoin. Mais on le voit, il a fait ça contre Milwaukee l'année dernière, sauf que, année après en année, sur la durée, plus les playoffs avancent, on le voit, il donne tout, j'ai pas de problème avec ça, il va tout donner sur les 40, des fois 42 minutes qu'il va passer sur le parquet, sauf que plus les tours avancent, et plus il se fatigue, il est pas éternel, son âge aussi, son âge joue là-dedans, et on voit que l'efficacité de Jimmy Butler sur la durée, plus les tours de playoff avancent, plus elle baisse, à chaque gros run, il finit complètement épuisé, ça s'est vu, en finale contre Denver, il était complètement rincé, il en pouvait plus, en 2020 contre les Lakers, c'était pareil, rappelez-vous de l'image où il va contre les panneaux publicitaires, il est rincé aussi, donc Jimmy Butler, ok, le temps avance, et il a peut-être plus le même impact quand les séries avancent, quand il a beaucoup de matchs dans les jambes, que ce qu'il vous pouvait avoir avant. Donc il a beau lutter grâce à son mental, et voilà, le poids des années agit sur lui aussi, et c'est normal. Donc voilà, Jimmy Butler, il a beau avoir des Bam Adebayo, des Tyler Hero à côté de lui, il a toujours besoin de renfort, parce que je pense qu'en l'état, les chances de l'équipe d'aller au titre, elles sont assez faibles. Peut-être qu'il y a des chances de faire un bon parcours de playoff, mais si on parle concrètement de titres, l'objectif, c'est faible. Clairement, je pense que ça peut faire un gros parcours, un gros run en playoff, mais même ça, en vrai, je vais pas le cacher, si l'équipe ne bouge pas, j'ai des doutes. Cette équipe, pour aller, ou pour au moins espérer le titre, j'ai envie de dire, elle a besoin de plus de certitude. Parce qu'on a ce roster qui est capable de faire des exploits en playoff, mais si vous le mettez, ce roster, sur une série en 7 matchs, face à, Boston, Milwaukee, Denver, même avec tous les joueurs de Miami à 100%, j'arrive pas à voir le 8 favori. Et peut-être que ce sera possible de faire l'exploit sur une série, mais répéter cet exploit, imaginez sortir Boston, puis sortir Milwaukee, puis sortir Denver en finale, ça fait beaucoup quand même, et je pense que ce sera compliqué de faire plusieurs exploits pour cette équipe de Miami en l'état, sur un seul et même run de playoff, parce que, comme je disais, des équipes de l'Est se sont largement renforcées. Donc voilà, à Miami, il faut bouger. On le sait, il y a pas mal d'équipes qui se renseignent en ce moment sur le rookie Jaime Jaquez Jr. et je comprends, parce que c'est un rookie qui joue avec son cerveau et qui est déjà bien développé, sauf que Miami ne veut pas le transférer, donc voilà, c'est normal, et même si on refuse de le transférer à Miami, c'est pas grave, parce que je trouve que dans cette équipe, il y a quand même plusieurs options pour aller chercher un joueur de gros calibre. Déjà, il est toujours possible de reproposer à d'autres équipes ce qu'on avait proposé à la base à Lillard, à Portland, justement pour récupérer Lillard. Et les assets principaux, c'était Tyler Hero, on se rappelle, Nikola Jovic et 2 firsts, celui de 2028 et celui de 2030. Avec ça, Hero plus Jovic plus 2 first, je pense que t'as moyen d'aller choper un All-Star. Et parmi les All-Stars susceptibles de bouger, on en a parlé juste avant à Los Angeles, on a un Dejounte Murray qui, je pense, à Miami pourrait être, alors parfait, j'exagère, mais qui pourrait être très bon. Il a 27 ans, il est dans son prime, c'est l'un des joueurs, on le voit, on en parle quasiment à toutes les équipes, qui est l'un des plus désirés à la trade deadline, et c'est peut-être juste le meneur de jeu devant Kyle Lowry, dont le Miami a besoin pour avoir des ambitions, et mieux entouré, Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Hero. C'est un mec qui peut créer pour lui et pour les autres, et même si c'est pas un gros shooter de loin, Dejounte Murray, mais il est pas non plus catastrophique dans le domaine, en tout cas plus aujourd'hui, parce que tous les ans je trouve qu'il a fait des progrès sur son efficacité, sa régularité, notamment de loin, et vu tout ce qu'il peut apporter en défense, Dejounte Murray, je crois, en tout cas je suis assez persuadé qu'il peut représenter un bon paquet de choses dont le 8 a besoin pour faire quelque chose cette année. On parle quand même d'un mec qui met plus de 20 points par match cette saison, qui peut faire des passes, qui peut défendre sur le meilleur scoreur adverse, et qui là justement est embêté parce qu'il joue avec un autre meneur qui est Trae Young. Mais si à Miami tu lui donnes la balle, et clairement tu lui donneras la balle à Miami, oui, il peut retrouver un vrai niveau, je pense, et vraiment avoir un niveau All-Star. Donc moi, Dejounte Murray, j'essaierai de faire quelque chose pour lui, mais si c'est pas possible pour Miami de récupérer un All-Star, parce que par exemple Dejounte Murray irait ailleurs, et d'autres joueurs de valeur iraient ailleurs, je pense que quand même cette équipe
doit chercher à se renforcer, avec des joueurs qui pourraient s'épanouir dans la hit culture, des joueurs comme Spoelstra les adore, comme Riley les adore, des bons défenseurs, des compétiteurs, des hustlers. Ça manque encore à Miami, et voilà, pour essayer de compenser ça, je pense à des joueurs comme, je sais pas, Spencer Dinwiddie, Alec Burks aussi, qui pour moi est sous-coté, qui peut jouer au poste 1 et 2, Bruce Brown, Malcolm Brogdon aussi, que j'aime beaucoup, Tyus Jones, il y a Royce O'Neal qui va défendre fort, je veux des guerriers, du Dorian Finney-Smith, du Alex Caruso aussi, pourquoi pas. Si t'arrives pas à avoir un All-Star, t'essayes de construire l'équipe la plus guerrière possible, qui va se rentrer le plus dans la hit culture possible, pour essayer d'aller encore de l'avant, parce que là j'ai l'impression que pour l'instant c'est un petit peu limite. Tous ces gars là en plus que j'ai cités, de Spencer Dinwiddie à Dorian Finney-Smith en passant par Bruce Brown, c'est le genre de joueurs qui ont cette mentalité qui me donne l'impression que Erik Spoelstra, il peut les mettre pile dans le beau rôle et en faire des diamants et en faire devenir des maillons essentiels dans le roster de Miami, qui à coup sûr, j'ai envie de dire, avec tous ces joueurs, aurait beaucoup plus de pions qui seraient essentiels pour imaginer un gros run de playoff et peut-être rêver de titre. Donc encore une fois, je vous montre des transferts, je le répète, c'est important parce que dans le chat, je le vois, je suis obligé de le répéter tout le temps, c'est pour que vous compreniez bien sur la rediff YouTube aussi, c'est pas des transferts que j'imagine qui vont arriver, c'est vraiment vous donner des exemples de ce que chaque équipe devrait lâcher à mon avis, au minimum, pour avoir le type de joueur qui à mon avis serait intéressant. Donc aujourd'hui j'essaye de vous démontrer à quel point chacune de ces équipes dont je parle est presque dans l'obligation de faire all-in, et des exemples de ce qu'il pourrait faire, même si on est conscient que prévoir des transferts à l'avance c'est compliqué et qu'on sait jamais ce qui va avoir lieu. Donc peu importe, je vous montre mon exemple de transfert numéro 1 que voici, et dans celui-là, bien sûr, vous l'avez senti, moi l'idée de Dejounte Murray à Miami, elle me hype, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, on lâcherait Kyle Lowry, on lâcherait Nikola Jovic, et on lâcherait 2 firsts, et à mon avis 2 firsts, mais ça pourrait convaincre Atlanta pour Dejounte Murray, et encore, parce que Atlanta veut plutôt être dans le win now, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est bizarre parce que dans tous ces trades, ça arrange forcément Miami de récupérer des Dejounte Murray, mais je sais pas si celui-là plaira à Atlanta. Donc là on le voit, pour avoir des Dejounte Murray. Miami lâcherait Kyle Lowry, Jovic et 2 firsts, et Atlanta lâcherait Dejounte Murray, Patty Mills et Garrison Matthews. Donc voilà, on lâcherait pas que Murray, on lâcherait Patty Mills, mais qui est un vétéran qui est pas très utilisé, et un Garrison Matthews qui est surtout un role player de bout de banc. Mais ça, je me dis que c'est vachement intéressant, parce qu'on sait qu'à Miami, avec Erik Spoelstra, les vétérans, on arrive à les utiliser, et un shooter comme Garrison Matthews, ça peut toujours être utile. Franchement, ces 2 joueurs dans les mains de Spoelstra, je me dis que ça peut faire quelque chose. Atlanta récupère 2 premiers tours pour Murray, c'est pas mal. Surtout si les Hawks arrivent à croire en Nikola Jovic, qui peut faire le job potentiellement, même si actuellement malheureusement il joue pas trop du côté de Miami parce qu'il défend pas assez. Peut-être que dans une autre équipe il peut avoir du temps de jeu, parce que c'est quand même un gros potentiel offensif. Donc comme je disais, je pense que Atlanta cherche plus une offre qui les mettrait dans le win now, mais si ça n'arrive pas, pourquoi pas ne pas transférer des Dejounte Murray pour avoir des certitudes et des tours de draft futurs, pour montrer à Trae Young en disant regarde, on n'arrive pas à progresser sur le moment, mais t'inquiète, on pense à toi, on pense au futur, regarde, on a déjà envoyé des Dejounte Murray qui te marchent sur les pieds, et on a récupéré 2 premiers tours de draft, reste avec nous sur l'avenir, on va construire quelque chose autour de toi. C'est peut-être pas la stratégie idéale, mais c'est quelque chose qui pourrait au moins sauver certaines choses. En tout cas, voilà pourquoi je vous ai présenté une deuxième alternative que voici, et ce serait un trade avec les Trail Blazers, et ce serait la venue de Malcolm Brogdon au Miami Heat, que j'aimerais beaucoup. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo YouTube de la semaine dernière, qui est sortie samedi. Malcolm Brogdon, j'aimerais le voir au Heat, tellement à mon avis il pourrait correspondre à ce que veut cette équipe. Donc voilà, c'est un mec qui est capable de mettre son ego de ce côté, de son côté. Il faudrait par contre que Miami et Portland arrivent à rediscuter ensemble. Je pense que les dirigeants aussi devraient mettre leur ego de côté après l'échec des discussions qui ont eu lieu cet été avec Trey Lillard, mais ça peu importe, je pense que ces 2 équipes peuvent oublier ça, et si ça les arrange toutes les 2, elles pourront discuter. Et clairement, ce qu'on voit, c'est qu'avec Malcolm Brogdon, Miami récupérerait un meneur vraiment intelligent, un team player qui pense à l'équipe avant de penser aux autres, qui en plus de ça peut scorer, peut shooter, peut porter la balle, peut défendre, peut distribuer le jeu, peut organiser le jeu aussi sur demi-terrain, et ça peut faire du bien, peut faire circuler, peut permettre justement un meilleur mouvement du ballon et des joueurs, et surtout un joueur qui joue propre, qui fait peu d'erreurs, qui se bat, et qui pour moi rentre complètement dans cette dynamique et cette optique de la hit culture. Ça peut être un parfait 3e maillon avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. Peut-être pas un All-Star, mais un joueur qui a le niveau All-Star ou pas loin, et qui permettrait à Miami d'avoir un trio très intéressant, et surtout de se renforcer à la main. Moi, ça j'adore. Et puis, personnellement, je crois que sa présence peut amener Miami à un autre niveau. À côté de ça, on a un Matisse Thybulle qui viendra apporter sa jeunesse et sa défense, à voir si Erik Spoelstra arrive à en faire quelque chose, un pion intéressant. Pour l'instant, les différents coachs qu'a connu Thybulle ont eu du mal avec ça, et peut-être que Spoelstra pourra en faire quelque chose. À Portland maintenant,
C'est pour ça que je l'ai pas mis, de toute façon, on ne voulait pas de Tyler Hero cet été, donc je ne pense pas que même pour Malcolm Brogdon, on cherche à avoir Tyler Hero, parce qu'on a déjà beaucoup d'arrière qu'on veut développer. Donc là, pas de trade avec Tyler Hero. Par contre, si contre Brogdon, on peut obtenir ne serait-ce qu'un autre first pick, celui de 2027 que j'avance, et ça peut valoir le coup de négocier avec Miami, vu que Portland pense au futur, et avoir un first, pas forcément un first pick, mais un first round, pardon, ça peut les intéresser, même si, on le voit, les Blazers vont très peu compter sur les joueurs qui l'accompagnent, notamment Kyle Lowry qui pourrait être coupé dès son arrivée. Il y a un second tour qui peut faire du bien via les Lakers, et Jovic, on sait pas trop ce que ça peut donner. Mais bon, on sait jamais, si Jovic arrive à exploiter son potentiel, s'il arrive justement à connaître un second souffle dans une autre optique, dans une autre dynamique, dans une équipe qui a moins d'ambition, qui pourrait le responsabiliser, qui pourrait lui apprendre à gagner de l'expérience et à s'acclimater au rythme NBA, et justement à montrer tout le potentiel qu'il avait en attaque, ça peut être une bonne pioche finalement pour Portland. Donc au final, lâcher Brogdon contre Jovic plus un first round, c'est déjà bien. Pour moi, c'est largement suffisant pour Portland. J'ai rajouté un second tour pour Matisse Thybulle. À mon avis, Portland préférerait garder Matisse Thybulle, mais pour rendre un tel deal possible, il faut le contrat de Matisse Thybulle. Malheureusement, le 8, je les vois pas lâcher un autre premier tour de draft pour Matisse Thybulle, donc j'ai rajouté un second tour, et je me dis que les deux équipes pourraient s'entendre. Quoi qu'il en soit, voilà. Est-ce que Portland, finalement, tient tant que ça à Matisse Thybulle? Je sais pas. On voit que même dans une équipe en reconstruction, en fin de tableau, où il a quand même plus de 20 minutes, il a du mal à passer un cap, il a du mal à peser offensivement, même si c'est un bon défenseur. Donc est-ce que la valeur de Matisse Thybulle est si grande en ce moment? Je sais pas. Par contre, il pourrait faire du bien au hit. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense que Miami doit bouger. Les deux trades que je propose, en gros, font venir Dejounte Murray et Malcolm Brogdon, pardon, en plus de Matisse Thybulle, et vous me direz celui que vous préférez, le 1, le 2 ou aucun, on vous pose la question sur le chat. Bon, et là, ce qu'on voit, c'est que pour Miami, vous voulez que ça bouge, parce que vous êtes 0% à m'avoir dit qu'il ne fallait aucun de ces deux trades, donc pour vous, il fallait soit l'un, soit l'autre. Vous étiez 67% à vouloir Dejounte Murray, donc 67% d'entre vous pensent que ce trade-là pour Dejounte Murray est bien pour Miami, et qu'il faut qu'ils essayent à fond de parcourir ce genre de trade, et 33% en disant qu'il vaut mieux chercher Malcolm Brogdon du côté de Portland, et je pense que ces deux trades seraient très bien pour Miami, effectivement, et à mon avis, il va falloir essayer d'aller de l'avant au maximum pour voir quel joueur on peut choper, soit Malcolm Brogdon, soit Dejounte Murray. En tout cas, ça réglerait le souci au poste 1, et on le sait, du côté du 8, c'est le gros souci à régler avant les playoffs. Et maintenant, sixième mais dernière équipe pour aujourd'hui, les Philadelphia 76ers. Et pourtant, sur le papier, on pourrait se dire que les Sixers n'ont pas besoin de grand chose. 5e meilleur bilan de la NBA, 3e place à l'Est, du vert partout, le 6e meilleur offensive rating, 4e meilleur defensive rating, le 2e meilleur net rating. Toutes ces stats, elles sont excellentes, c'est une équipe qui lutte avec les Bucks pour la 2e place dans la conférence Est, les deux équipes sont quasiment ex-aequo, et parmi les équipes qui sont, que j'ai évoquées aujourd'hui, qui pour moi doivent faire all-in, c'est clairement la mieux placée, et on pourrait se dire que les pièces sont déjà là, et qu'il n'y a pas besoin non plus de faire de grosses choses sur le marché des transferts. Depuis le début de la saison, on a Joel Embiid qui, a priori, est le meilleur joueur de la NBA, en tout cas, le meilleur joueur de ce début de saison. On verra si ça se confirme en playoff, on sait que c'est son péché mignon, mais en tout cas, si on garde que le début de la régulière, a priori c'est lui le MVP pour l'instant. On a un Tyrese Maxey qui est excellent, qui se dévoile depuis le départ de James Harden, où il est plus playmaker, il fait plus de passes que jamais, il score encore plus, et c'est un des favoris pour le trophée de MIP. Et ce qu'on voit, c'est que l'arrivée de Nick Nurse au coaching à la place de Doc Rivers, marche vraiment bien. On a un ballon qui circule à Philadelphie, et on a une équipe qui joue vraiment bien ensemble, et qui a l'air de prendre du plaisir à jouer ensemble, avec des role-players comme Nicolas Batum ou Kelly Oubre Jr., qui sont arrivés soit cet été, soit en début de saison dans le trade d'Harden, et qui font le taf. Et j'ai l'impression que le barbu, là, James Harden, il est déjà oublié du côté de Philadelphie, donc on pourrait se dire que dans ces conditions-là, quand t'es aussi bien classé, t'as peut-être pas besoin de faire all-in, et tu peux essayer déjà avec cette composition, tu peux essayer d'avoir des ambitions. Et pourtant, je pense que si il faut faire all-in, parce que ces ambitions en play-off pour cette équipe de Philadelphie, elles seront pas loin d'être proches du néant si cet effectif reste en place comme il l'est actuellement. Parce que c'est beau de faire des choses en saison régulière, on en a vu des équipes qui ont fait des belles choses en saison régulière, qui ont fini premier de leur conférence, sauf que quand sont arrivés les playoffs, elles se sont écroulées. Et j'ai peur que ça puisse arriver à Philadelphie si Philadelphie ne fait rien, parce que quand on voit que Joel Embiid par exemple a jamais passé un deuxième tour de playoff, quand on voit cette espèce d'impression de stagnation à Philadelphie, cette impression de tourner en rond depuis des années, il y a une espèce de lassitude qui est en train de se mettre en place, cette lassitude de ne jamais atteindre les finales de conférence, chose qui n'est pas arrivée depuis 2001 chez les Sixers, et on se dit que ça y est, là il doit être temps de faire quelque chose pour passer un cap. Il faut passer ce cap du deuxième tour enfin un jour du côté de Philadelphie, sinon il faudra se poser des questions. Et si tu le fais pas, c'est un petit peu comme avec Trae Young et Luka Doncic dont on parlait plus tôt. On a Embiid qui est free agent en 2026, potentiellement en 2027 si l'actif sa player option. On pourrait se dire que ça laisse le temps.
Sauf que d'ici là, si les dirigeants des Sixers ne font pas ce qu'il faut pour l'entourer, eh bien on n'est pas à l'abri qu'il demande un trade avant sa free agency pour obtenir des garanties, et surtout qu'il a très bien vu comment demander un trade avec son ancien coéquipier désormais James Harden. Du coup, on veut éviter ça, forcément à Philadelphie, on n'imagine pas l'avenir sans lui, c'est autour de lui qu'on construit, donc pour éviter ça, il faut le rassurer, il faut l'entourer comme il faut lui donner un max de chances de jouer un titre, et surtout faut passer des tours et faire au moins une finale de conférence. Et cette équipe de Philly aujourd'hui, même si en saison ça passe bien, j'ai l'impression, je le répète, mais c'est important qu'elle me semble trop juste pour aller au titre, ou même en finale de conférence. En playoff, on le sait, les coups de sifflet sont moins fréquents, ça joue plus physique, les arbitres laissent plus jouer, et on a un Joel Embiid à chaque fois qui en souffre, il se fait découper, il y a de grosses prises à deux, il subit de grosses fautes, et les défenses sont plus agressives face à lui, et on l'a vu, les Nets par exemple au premier tour l'année dernière, ou même Horford avec les Celtics, qui n'hésite pas à jouer physique, qui n'hésite pas à le faire sortir de sa zone de confort, et ça fonctionne, ils ont raison de faire ça. C'est le jeu, parce que en saison, on le voit, il brille notamment avec le nombre de lancers francs qu'il va avoir, son adresse aussi est sur la ligne des lancers francs, mais si en playoff, il peut plus profiter de cet avantage, forcément ça va être plus compliqué pour lui en playoff, et c'est pour ça qu'il faut d'autres joueurs qui vont justement l'aider et profiter du fait que les défenses se concentrent sur Joel Embiid, pour eux essayer de se surpasser et compenser ça, pour obliger les défenses à sortir sur tout le monde et relaisser un petit peu de champ libre à Joel Embiid. On a un Tyrese Maxey qui peut faire ça, j'ai pas de problème avec ça, il a peur de rien, c'est un joueur super culotté, sauf que est-ce que c'est vraiment l'option 2 sur laquelle j'ai énormément de certitude en playoff? Pas sûr, il manque encore peut-être d'expérience, il manque encore peut-être de vécu et peut-être un peu de justesse, il a cette niaque qui le porte vers l'avant, mais des fois sa prise de décision n'est pas la meilleure au monde, j'ai besoin d'un joueur qui apporte plus de certitude, encore une fois. J'aime bien par contre que pour compenser ce manque d'XP de certains cadres, je pense à Tyrese Maxey, on est quand même ramené des tontons, des mecs, des guerriers, des role-players qui peuvent un peu secouer les puces de tout le monde, un peu comme PJ Tucker l'avait fait l'année dernière, même si PJ Tucker est parti, mais on a des Pat Bev, des Batum, des Covington, des Melton, des Morris, tous ces mecs, c'est vraiment bien, c'est des vrais guerriers, des role-players qui peuvent apporter beaucoup. Sauf que ce qu'on voit, c'est que des role-players comme ça, il y en a énormément à Philadelphie, et est-ce que ça vaut le coup d'en avoir autant quand on sait qu'en playoff, une rotation, c'est 8 voire 9 joueurs, c'est pas sûr, et surtout quand on rajoute Harris à tous ces joueurs, on se rend compte que Batum, Covington, Marcus Morris, Tobias Harris et KJ Martin qui est arrivé, ça fait énormément de postes 3 ou 4, énormément de postes 4, et il y a peut-être moyen de mieux équilibrer l'effectif et de le faire progresser, cet effectif à la deadline, en regroupant certains de ces postes 3 ou 4 pour en obtenir un meilleur, ou au moins un joueur de meilleure qualité, même s'il joue pas au poste là, avec pour objectif de profiter au mieux du prime de Embiid, qui est en cours actuellement, mais qui va pas durer des années, parce que là, on le voit, Embiid, pour la 3e année de suite, il tourne quasiment à 35 points par match, et il va probablement être élu meilleur scoreur de la ligue. Et justement, il faut profiter de ce niveau exceptionnel de Embiid avant que son niveau redescende, parce que vu son physique et vu son historique de blessure, avec l'âge qu'il a, il approche déjà de ses 30 ans, pas sûr que sa longévité à Joel, elle soit si importante. C'est peut-être les dernières années de domination de Joel Embiid, et donc c'est maintenant qu'il faut l'entourer, c'est maintenant qu'il faut faire all-in. Donc il manque pas grand-chose à ces Sixers, je suis d'accord, pour être un vrai contender. N'empêche qu'il manque quelque chose. Et cette deadline, elle doit permettre de l'obtenir, cette chose. Chaque année de plus, en fait, chaque année où on attend encore plus, chaque année où on se dit ouais, mais l'année prochaine sera mieux. Ok. Sauf que c'est une année de plus de perdu pour espérer jouer un jour gagner un titre avec Embiid. Donc maintenant, les Sixers doivent bouger avant la deadline. Selon les dernières rumeurs de Shams Charania, ils ont dit qu'ils allaient bouger, ou en tout cas Daryl Morey a dit qu'il ferait ce qu'il faut pour bouger. Ils ont promis d'être actifs avant cette deadline, sauf que apparemment, ce ne serait ni pour avoir Zach LaVine, ni pour avoir Dejounte Murray, même si les deux sont souvent annoncés à Philadelphie. Donc on va essayer de respecter les rumeurs, on va pas les envoyer à Philadelphie, mais qui d'autre, du coup, à part Dejounte Murray et Zach LaVine, pour essayer de réduire l'écart avec Boston et Milwaukee, qui aujourd'hui, a priori sur le papier, sont devant Philadelphie. Avec quels assets Philadelphie pourrait essayer de revenir à leur niveau? Finalement, on en a quelques-uns. On a Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, c'est tous des contrats expirants, qui peuvent justement plaire à une équipe en reconstruction, ça libérera du cap pour l'été prochain, il y a peut-être pas besoin des trois en même temps, c'est ce qu'on disait, surtout qu'il y a aussi Kelly Oubre Jr. et Tobias Harris à leur poste, donc tout cela, je pense, pourrait partir. On a KJ Martin aussi, qui joue encore au même poste, qui est un jeune à potentiel, mais qui a pas assez de temps de jeu, et Philadelphie n'a pas le temps de le former, donc ça peut être un asset supplémentaire. Et parmi les jeunes à potentiel, on a aussi Jaden Springer, c'est pareil, il pourrait faire ses valises, il a montré plusieurs fois des bonnes choses, quand c'était en G-League, en Summer League, et même quand il a eu du temps de jeu avec Philadelphie, c'était plutôt positif, sauf qu'il y a trop d'embouteillage devant lui, il a pas de temps de jeu, donc peut-être que ailleurs il pourrait se dévoiler et apporter quelque chose, donc ça fait déjà quelques pièces. Après, ça a moins de valeur, mais on a du Furkan Korkmaz, du Daniel House, du Mo Bamba aussi, qui ont des contrats expirants et qui pourraient faire partie d'un potentiel trade. On a deux firsts également, un first 2022
2026 qui a été récupéré dans le deal de James Harden et aussi un first 2029 qui est aux Sixers qui peuvent être disponibles. Et avec ça, ben, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire un pack du côté de Philadelphie avec des firsts, quelques jeunes à potentiel et surtout pas mal de contrats expirants. Et finalement, on le voit, tous les éléments sont là pour essayer de plaire et de convaincre une équipe en reconstruction. Donc on recherche des upgrades, je crois, du côté de Philadelphie. On recherche des joueurs qui sont complémentaires à Embiid, qui peuvent shooter, qui peuvent scorer, qui peuvent circuler autour de lui pour justement attirer les défenses ailleurs que sur lui. Et si ça peut porter un petit peu la balle, je pense que c'est encore mieux. Parmi les cibles à étudier, on a beaucoup de noms, hein. On a du Alex Caruso, on a du Bogdan Bogdanovic, du Bojan Bogdanovic, du Lauri Markkanen, je peux en dire plein, du Jordan Clarkson, du Gary Trent Jr., Dorian Finney-Smith, j'ai noté Bruce Brown, Buddy Hield aussi, Malcolm Brogdon qu'on vient d'envoyer au Heat, pareil, il pourrait faire du bien aux Sixers. En fait, bah, c'est tout un tas de profils, presque quel que soit le poste, qui pourrait faire du bien à cette équipe de Philadelphie. L'idée, c'est vraiment de mettre ensemble plein de joueurs qui sont pas All-Star mais qui ont quand même un bon niveau pour avoir un meilleur joueur tout simplement. Et donc je vais vous montrer les trades que j'imaginais, ou en tout cas des exemples de pistes à poursuivre pour les Sixers pour essayer d'aller dans le sens que j'expliquais juste avant. Et la première, elle est là. Mon trade numéro 1, il est là. Ce serait faire venir Buddy Hield. Donc Buddy Hield, j'en parlais dans ma vidéo de samedi, je pense que ça peut être un bon fit pour Philadelphie. Buddy Hield, c'est l'un des meilleurs shooters de toute la NBA. C'est pas un défenseur, c'est sûr, mais c'est un shooter pur. C'est un gros sniper qui peut se régaler, je pense, à circuler et à graviter en courant autour de Embiid et sanctionner en recevant la balle dès que le pivot reçoit une prise à deux dans la raquette. Ça, rien que ça, sa présence, je pense qu'elle peut faire beaucoup de bien, surtout que Embiid, on le sait, a beaucoup progressé dans sa gestion des prises à deux et beaucoup progressé dans sa façon à ressortir sur les extérieurs. En échange, Indiana recevrait le contrat expirant de Marcus Morris, donc voilà, ça libérera de la thune pour l'année prochaine. Il récupérerait aussi Jaden Springer, qui sait potentiellement peut progresser, et 2 futurs second tours de draft qui pourraient être intéressants à voir ce que Indiana veut faire, à voir s'ils veulent être compétitifs dès cette année, mais si c'est pas le cas, eh ben tu libères du cap pour Buddy Hield, même si Buddy Hield aurait aussi libéré du cap, mais contre Buddy Hield qui aurait pu partir contre rien l'année prochaine, tu te testes Jaden Springer et t'as 2 futurs second tours de draft. Je suis pas sûr que Hield vaille beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça, sachant qu'en plus Marcus Morris peut rendre des services sur la fin de saison. Donc oui, peut-être que cette offre peut correspondre à ce que les Pacers recherchent pour Buddy Hield, pour éviter qu'ils partent contre rien. Il y a possibilité, je pense, du côté de Philadelphie, si les Pacers font trop la fine bouche, de remplacer les 2 seconds tours de draft par le first 2029. Pas sûr que Daryl Morey veuille le faire pour un joueur qui sera free agent cet été, mais si Buddy Hield offre des garanties, pourquoi pas, parce que clairement, faut voir ce que recherche Indiana, parce qu'avec l'arrivée de Siakam, maintenant cette équipe est de plus en plus dans le win now, mais est-ce qu'elle peut l'être, je sais pas. Donc on sait que Buddy Hield fait partie des joueurs potentiellement transférables pour ne pas le perdre à la prochaine intersaison, donc pourquoi pas, avoir ces 2 futurs second tours et Jaden Springer, ça peut suffire. Mais si ça ne suffit pas, peut-être que Philadelphie peut explorer d'autres pistes, ou même explorer d'autres pistes tout en validant ce trade là, parce qu'on va le voir, les assets que j'envoie à la deuxième équipe ne correspondent pas aux assets que j'envoyais à Indiana. Et ce deuxième deal serait un deal avec les Pistons pour faire venir Bojan Bogdanovic, et comme je vous l'ai dit, c'est un deal qui est cumulable avec le premier. Je pense que Bogdanovic, c'est un mec qui peut faire beaucoup de bien en playoff à cette équipe de Philadelphie, parce que si Embiid est trop défendu, on le voyait l'année dernière, Harden, ça allait pas parce qu'il était présent un match sur 2, on avait un Harris qui se cachait parce qu'il était trop souvent invisible, on avait un Maxi qui, comme je disais, n'était peut-être pas encore une valeur sûre et surtout qui était trop seul, et il y avait besoin de scoring à côté de Joel Embiid, et ça, Bojan Bogdanovic, c'est exactement ce qu'il peut apporter. Il peut minimum, j'ai envie de dire, il peut mettre 15-16 points tous les soirs les yeux fermés sans souci, il peut aller à 20, c'est un scoreur ce mec, c'est un shooter, il peut scorer aux 3 niveaux dans toutes les positions, et surtout il peut faire des matchs à 30-35 points sans problème. C'est exactement ce genre de dynamiteur qui pourrait faire du bien à Philadelphie. Tu perds Covington, tu perds Korkmaz, peut-être que même tu fais les 2 deals, tu perdrais du Marcus Morris, ok, t'aurais moins de monde au poste 4, mais il te resterait quand même Nicolas Batum, Kelly Oubre Jr. et t'aurais Bojan Bogdanovic qui fait le poste 3 et 4 en sortant du banc, voire en étant titulaire. C'est assez fou. Du côté des Pistons, on recevrait Robert Covington en mode contrat expirant, on recevrait Furkan Korkmaz aussi en mode contrat expirant, mais en échange, on perdrait Bojan Bogdanovic, son salaire de 20 millions, et on récupérerait surtout un futur first 2026. Pour Bogdanovic, je pense que les Pistons, c'est exactement ce qu'ils veulent, mais aussi potentiellement, le potentiel et la jeunesse de KJ Martin, ça peut, je pense, convaincre les Pistons une telle offre, et ça peut surtout Bogdanovic faire énormément de bien aux Sixers. J'aime bien, en fait, l'idée de cumuler les 2 trades, essayer de faire venir Buddy Hield et Bojan Bogdanovic pour avoir une rotation, comme je disais, plus fine de 7, 8, 9 joueurs qui peuvent vraiment performer en playoff. Parce qu'avec l'effectif que ça donnerait aux Sixers, tout ça, ça donnerait, je remets un peu les stats là, mais ça donnerait plein
plein de possibilités. Tu peux faire jouer Maxi, Hield, Bogdanovic, Harris et Embiid ensemble. Là, t'as l'un des line-up et l'un des 5 de départ les plus offensifs de toute la NBA, et surtout que Nick Nurse peut les faire jouer ensemble. Mais ce que j'aime bien, c'est que Nick Nurse, on le sait, il a la réputation d'être un coach qui s'adapte si tu lui donnes les options, et si tu lui donnes la possibilité de s'adapter. En playoff, tout ça, il sait faire, et c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Doc Rivers de ne pas faire. Et là, dans ces trades, tu lui rajoutes des options, et des options différentes. En ce moment, à Philadelphie, t'as tout plein d'options défensives, et c'est très bien, mais ça manque d'options offensives. Et là, avec ces trades que j'ai fait, que je vous remets ici, j'essaye de garder mes options défensives principales, et je rajoute des options offensives, et je pense que là, ça peut faire quelque chose de très bien à Philadelphie, sachant que tu peux toujours mettre le 5 Maxi, Melton, Harris, Batum et Embiid si tu veux un line-up défensif. T'as même Patrick Beverley que tu peux faire rentrer. Vraiment, c'est une équipe des Sixers qui pourra avoir plein de visages, avec laquelle Nick Nurse pourrait vraiment s'amuser. Et donc vous allez me dire, est-ce que je suis dans le fantasme absolu en me disant que ça peut vraiment correspondre? Est-ce qu'il y a un des deux trades que vous privilégierez? Est-ce qu'il y en a aucun que vous ne voulez? Ou est-ce que vous feriez les deux? Vous allez me dire ça dans le chat tout de suite. Et donc pour finir, c'est assez intéressant parce que déjà, quand je vous demande est-ce que les Sixers devraient faire le premier trade, le deuxième trade ou aucun des deux, personne n'a dit aucun des deux. Donc pour vous, les Sixers doivent faire au moins un de ces deux trades. Et d'ailleurs, pour 38% d'entre vous, les Sixers doivent faire les deux trades. Et Bojan Bogdanovic et Buddy Hield. Je veux bien. Après, pour 38% d'entre vous, les Sixers ne doivent faire que celui de Bojan Bogdanovic, et je suis ok, c'est le principal. Pour 23% d'entre vous, il faut que les Sixers ne fassent que celui-là pour faire venir Buddy Hield. Je pense que les deux, ce serait l'idéal. Je pense que Bogdanovic, en plus de ça, les Detroit Pistons peuvent vraiment accepter ce type d'offre. S'il y a un premier tour, ça suffit. Les Pacers, je sais pas. Pour moi, oui, s'ils peuvent avoir Buddy Hield aussi, c'est bien de le faire venir. Le problème, c'est que les Pacers, maintenant qu'ils ont fait venir Pascal Siakam, je sais pas où ils vont. Est-ce qu'ils veulent vraiment gagner le titre cette année? Je suis pas sûr, c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'ils peuvent quand même se séparer de Buddy Hield? J'en sais rien. Peut-être que à la place des 2 seconds tours, tu peux remplacer ça par le first 2029 des Sixers. Maintenant, est-ce que les Sixers veulent vraiment lâcher un first contre Buddy Hield qui sera free agent en fin de saison? Je suis pas sûr, c'est le problème. Mais tu peux essayer d'activer ce levier. Ça n'empêchera pas de faire aussi ce trade-là. Mais voilà, vous me rejoignez. Le trade principal à faire, vous pensez pour les Sixers, c'est celui-là. Et en plus de ça, selon vous, les Pistons s'accepteraient. Ensuite, on peut tenter de faire celui-là. Mais là, on n'est pas sûr que les Pacers s'acceptent. Mais on a quand même des leviers pour essayer de discuter. Quoi qu'il en soit, vous voulez que ces Sixers bougent. Et ce qu'on voit, c'est que on a 6 équipes qui peuvent faire all-in. Vous avez pas trop aimé mes deals d'Atlanta de départ, mais ça peu importe, comme je vous le disais, les deals c'était plutôt des exemples. On a pas mal d'autres équipes où vous me rejoignez sur le fait que ça doit faire all-in, et vous êtes d'accord, parce que c'est des équipes qui ont du potentiel, qui peuvent aller au titre. J'aurais pu parler d'autres équipes, j'avais pensé en fait, j'avais 5 équipes qui étaient vraiment définies, et c'est la 6ème, et la 6ème c'était Atlanta que j'ai mis, et à la place d'Atlanta, j'aurais pu mettre New York, ou j'aurais pu mettre les Sacramento Kings par exemple. C'est les 3 équipes avec lesquelles j'hésitais pour mon 6ème spot. J'ai mis Atlanta, parce que même si Atlanta aura du mal à aller au titre, j'entends moins parler de potentiel transfert de la part de New York et de Sacramento. J'ai l'impression qu'ils sont moins dans les rumeurs qu'Atlanta, parce qu'à Atlanta on parle beaucoup d'un potentiel transfert de Dejounte Murray. Donc j'aurais pu clairement parler de New York et de Sacramento, et quand je vois comment vous avez reçu les trades d'Atlanta, j'aurais peut-être mieux fait de parler d'eux, et je comprends vraiment tous ceux qui auraient préféré ça. Donc c'est pour ça que je fais cette petite dédicace aux Kings et aux Knicks. Cependant, j'ai l'impression que les Hawks ont beaucoup plus de chances de bouger avant la deadline que les Knicks ou les Kings. C'est pour ça que j'ai parlé d'eux, mais ça se discute et c'est bien de leur faire un big up. Quoi qu'il en soit, ça a été cool de parler de tout ça avec vous. Je vois que vous me rejoignez sur les équipes qui doivent faire all-in, et finalement, à part Atlanta, il n'y a aucune équipe que je vous ai présentée où vous ne validez aucun des exemples de trade que j'ai proposé. Donc tout ça, c'est cool. Donc je vous remercie pour ce live, c'était franchement très lourd. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui regardent là le best-of sur YouTube. C'est très lourd aussi de vous avoir en rediff. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite.